Il y a environ 20 000 ans, l'Europe glaciaire était dominée par des prédateurs pesant jusqu'à 400 kg, comme le lion des cavernes et l'ours des cavernes, des animaux qui chassaient par des températures de moins 30 degrés Celsius. Des groupes humains entiers périssaient pendant des hivers qui duraient 8 mois. Mais 2 femmes, isolées de toute tribu, réussirent à survivre seules dans cet environnement où l'espérance de vie moyenne ne dépassait pas 30 ans. Sans armes en métal, sans abri permanent, elles affrontèrent des prédateurs qui surpassaient toute menace connue des humains modernes. Prépare-toi à dormir en écoutant cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, laisse ton like et commente depuis quelle partie du monde tu regardes. Installe-toi confortablement et détends-toi, commençons. Le monde blanc et vaste n'était pas seulement un défi de froid et de faim. Il était habité et nombre de ses habitants vous voyaient comme un repas potentiel ou une menace à éliminer. Imaginez leur quotidien. C'est comprendre qu'aucun déplacement n'était anodin, qu'aucune nuit n'était totalement paisible, car le danger rôdait sous de multiples formes, certaines massives, d'autres silencieuses. Leurs principaux ennemis n'étaient pas des concepts abstraits, mais des créatures bien réelles, parfaitement adaptées à ce même environnement glacial, et souvent bien mieux équipées pour le combat qu'elles ne l'étaient. Le plus grand prédateur, psychologiquement et physiquement, devait être le lion des cavernes. Ne vous laissez pas tromper par le nom, ce n'était pas un simple lion réfugié dans une grotte. C'était une bête plus grande que les lions africains actuels, probablement plus trapu, avec une fourrure épaisse pour résister au froid. Rencontrer un tel animal, surtout s'il était affamé ou s'il protégeait une carcasse, était souvent une condamnation à mort. Il chassait très probablement les mêmes proies qu'elles, les troupeaux de rennes ou de chevaux, et pouvait donc rôder sur les mêmes terrains de chasse. Son approche pouvait être discrète, utilisant le relief pour se dissimuler, et son attaque, foudroyante. L'autre géant des steppes était l'ours des cavernes. Encore plus massif qu'un grizzly moderne, il était majoritairement végétarien, mais un omnivore reste imprévisible. Au sortir de l'hibernation, affamé ou simplement de mauvaise humeur, un ours des cavernes représentait un danger colossal. Une rencontre près d'une baie sauvage ou d'une charogne pouvait tourner au drame en quelques secondes. Le simple fait de tomber sur sa tanière, même apparemment vide, était une situation extrêmement périlleuse. Ces 2 mammifères imposants avaient un point commun, ils pouvaient être dissuadés. Ils étaient intelligents, expérimentés et méfiants face à l'inconnu. Le feu, une torche brandie avec détermination, des cris coordonnés pouvaient en les faire reculer. Ils ne risquaient pas inutilement une blessure grave pour un repas incertain. C'était une guerre psychologique constante. Le vrai cauchemar, la menace peut-être la plus insidieuse, venait d'ailleurs. Les hyènes des cavernes. Ne les imaginez pas comme les charognards-rieurs des savanes. Elles étaient plus grandes, plus robustes et formaient des clans très organisés et territoriaux. Elles n'avaient pas la prudence des grands félins. Elles étaient têtues, agressives et d'une curiosité dangereuse. Leur odorat était exceptionnel. Elles pouvaient flairer une trace de sang, une carcasse fraîche ou même un campement humain à des kilomètres de distance. Une fois sur une piste, elles étaient difficiles à semer. La nuit, leurs grognements, leurs aboiements étranges devaient être un son terrifiant, signifiant que le cercle de lumière du feu était la seule frontière entre le monde des vivants et une meute avide. Elles n'attaquaient pas toujours frontalement. Elles suivaient, attendaient une faiblesse, une blessure, un moment d'inattention. Gérer la menace des hyènes impliquait une hygiène extrême du campement, l'enterrement profond des déchets et surtout, ne jamais garder de viande fraîche ou de sang près du shelter la nuit. Il fallait parfois abandonner un site de boucherie trop rapidement, juste parce que leur présence était détectée dans le vent. Et puis, il y avait des fantômes, les prédateurs spécialisés dont on parlait peut-être dans les histoires au coin du feu. Le tigre à dents de sabre, ou smilodon, n'était probablement pas présent partout en Europe glaciale, mais dans certaines régions, sa silhouette massive devait hanter les forêts clairsemées et les ravins. Son mode de chasse, une embuscade suivie d'une morsure profonde avec ses canines démesurées, était conçu pour tuer rapidement de grandes proies. Un humain isolé était une cible vulnérable. Le loup, bien que plus petit que le loup terrible d'Amérique, était présent et chassait en meute. Face à ces dangers multiformes, la survie ne tenait pas à la force brute, mais à une stratégie incessante basée sur l'évitement, la dissuasion et la connaissance intime. La première règle était de ne jamais être prise par surprise. Cela commençait par une lecture permanente du paysage, un silence soudain des oiseaux, une trace fraîche dans la neige boueuse, une odeur particulière portée par le vent, l'absence d'autres animaux dans un secteur, tout était signe.
Elles devaient interpréter ces indices en permanence, comme on lit un livre ouvert. Le vent était un allié et un traître. Il fallait toujours se déplacer face au vent lorsqu'on explorait un nouveau secteur, pour que leur propre odeur soit repoussée derrière elles et que l'odeur des prédateurs ou des proies leur parvienne directement. Inversement, pour échapper à une piste, elles cherchaient à mettre le vent dans le dos pour disperser leur sillage olfactif. Les cours d'eau ou gelées, bien que risqués, pouvaient aussi briser une piste. La connaissance des territoires était capitale. En se déplaçant, elles mémorisaient les repères potentiels, les gros rochers isolés, les affleurements rocheux faciles à défendre, les zones où les loups étaient actifs, les sentiers réguliers des lions. Cette carte mentale était sans cesse mise à jour. Il ne s'agissait pas seulement de savoir où aller, mais surtout de savoir où ne pas aller à certaines périodes, comme près d'un point d'eau, fréquenté par les félins au crépuscule. Le choix du campement était un acte défensif crucial. Un endroit surélevé offrait une vue dégagée. Un accès difficile, comme une petite terrasse rocheuse, décourageait une approche discrète. La proximité d'un arbre solide, s'il y en avait, pouvait offrir une échappatoire de dernier recours. Mais le cœur absolu de leur sécurité nocturne, c'était le feu. Le feu n'était pas juste pour la cuisson ou la chaleur. C'était une barrière psychologique infranchissable pour la plupart des animaux. La lumière dansante projetait des ombres gigantesques, créant l'illusion d'une grande activité. Les crépitements et les craquements masquaient les bruits de leurs mouvements et alarmaient de toute approche. La chaleur permettait de veiller à tour de rôle sans s'engourdir. Maintenir un feu toute la nuit demandait une organisation méticuleuse, une réserve de bois sec à portée de main, un tour de garde pour l'alimenter, et surtout, un stock de combustible lent comme de la graisse animale ou de la tourbe sèche pour les nuits longues. Un feu qui s'éteignait avant l'aube était une faille catastrophique dans leur système défensif. La coopération entre elles était leur arme la plus fine, une veille pendant que l'autre dormait, un regard qui scrute l'horizon pendant que l'autre se baisse pour cueillir des baies, une oreille toujours aux aguets. Elles pouvaient couvrir un angle mort l'une pour l'autre. En déplacement, l'une marchait souvent quelques pas en avant, l'autre en arrière, couvrant ainsi les deux directions. Si une était blessée, l'autre pouvait jouer le rôle de leurre, faire du bruit pour attirer l'attention, tandis que la blessée se cachait. Face à un prédateur curieux, agir à deux changeait la dynamique. Deux silhouettes debout, brandissant des torches et des lances, criant en chœur, paraissaient beaucoup plus intimidantes qu'une seule. Cette synergie transformait leur vulnérabilité individuelle en une force collective dissuasive. Leur arsenal défensif, outre le feu, était simple mais vital. Des lances solides, toujours à portée de main, même pendant les tâches quotidiennes. Des pierres ramassées pour être lancées en cas d'approche trop curieuse d'une hyène ou d'un loup. Leurs couteaux de silex tranchants pour une ultime défense rapprochée. Et peut-être, si leur culture le permettait, des saguets plus légères pour être lancées à distance. Mais l'arme la plus importante restait leur calme. La panique était contagieuse et mortelle. Un mouvement brusque, une fuite incontrôlée déclenchait l'instinct de poursuite chez n'importe quel carnivore. Rester immobile, faire face lentement, reculer sans tourner le dos exigeait un contrôle nerveux extraordinaire. Ce contrôle, elle l'avait acquis par l'expérience transmise et par la confiance mutuelle. Vivre avec cette pression constante façonnait chaque geste, chaque décision. Dormir signifiait se reposer tout en gardant une partie du cerveau en alerte. Manger rapidement et efficacement pour ne pas rester trop longtemps avec l'odeur de la viande fraîche. Nettoyer une plaie immédiatement pour éviter qu'une trace infime de sang ne devienne un phare olfactif. Cette vigilance de tous les instants était épuisante mentalement, mais elle devenait une seconde nature, le prix à payer pour voir se lever un nouveau jour. Leur relation avec ces prédateurs n'était pas qu'un conflit permanent. Parfois, elles pouvaient en tirer parti. Les traces fraîches d'un grand félin pouvaient les mener vers une zone de chasse récente où elles pourraient récupérer les restes d'une carcasse après son départ. Observer de loin les techniques de chasse d'une meute de loups leur enseignait des choses sur le comportement des proies. Mais c'était un jeu extrêmement dangereux, une danse à distance respectueuse où la moindre erreur d'interprétation était fatale. Leur survie, jour après jour, était donc ce fragile équilibre entre la nécessité de se nourrir, ce qui les amenait sur les territoires de chasse des grands carnivores, et la nécessité de ne pas devenir elles-mêmes la proie. Elles n'étaient pas au sommet de la chaîne alimentaire. Elles étaient des intruses intelligentes et têtues dans un monde où le plus fort physiquement avait souvent l'avantage. Leur force était ailleurs, dans cette capacité à anticiper,
à lire l'invisible, à transformer la peur en une attention aiguisée plutôt qu'en paralysie. Chaque aube qu'elle voyait était une victoire remportée sur un monde peuplé d'ombres aux crocs acérés, une victoire remportée par la sagesse, la prudence et le lien indéfectible qui les unissait face à l'innombrable armée de la nuit glaciale. Suivait-elle le même trajet chaque saison? Comment se déplaçait-elle partant de Blizzard? Cette information leur permettait de planifier leur propre déplacement, d'être au bon endroit au bon moment pour une chasse cruciale. Elle savait interpréter les traces bien au-delà de la simple identification. Une piste de rennes fraîche et profonde indiquait un animal lent, peut-être affaibli. Des traces de loups qui croisaient cette piste racontaient une autre histoire, peut-être une chasse en cours qu'elle pourrait perturber ou dont elle pourrait profiter. Elle connaissait les zones de rut, les zones de mise bas, les endroits où les animaux venaient se lécher leurs minéraux. Chaque détail était une information exploitable. La lecture des fesses leur indiquait ce que l'animal avait mangé et donc l'état de la végétation alentour. Les cris des oiseaux, comme les corbeaux, pouvaient signaler une carcasse à des kilomètres à la ronde. Cette intimité avec le monde animal était leur radar et leur calendrier. Mais le savoir le plus précieux était peut-être celui du traitement intégral d'une proie. Abattre un animal n'était que la première étape d'un processus long et méticuleux où rien ne se perdait. Elle savait comment dépecer une carcasse rapidement pour éviter qu'elle ne gèle solidement. Comment séparer proprement la peau de la chair pour ne pas l'abîmer. La peau elle-même devait être grattée, étirée, tannée avec de la graisse et de la fumée pour devenir souple et imputrescible. Les tendons, soigneusement prélevés le long de la colonne vertébrale et des pattes, étaient mis à sécher pour devenir un fil solide comme de la corde à arc, parfait pour la couture ou la ligature. Les os n'étaient pas des déchets. Les longs os, fendus, fournissaient une moelle riche en graisse, une bombe calorique vitale. Les fragments d'os pouvaient être taillés en aiguilles, en haleine pour percer le cuir, en pointe pour des outils. Les côtes, courbées naturellement, pouvaient devenir des supports pour des sacs ou des armatures légères. Les sabots et les cornes pouvaient être transformés en récipients ou en outils. Même les contenus stomacaux chez les herbivores pouvaient fournir des informations sur les plantes comestibles de la région ou être utilisés dans certaines préparations. Ce savoir-faire transformait une simple prise en une ressource multidimensionnelle qui assurait leur subsistance pour des jours, voire des semaines. La transmission de ce savoir ne se faisait pas par des livres, mais par la pratique et le récit. Le soir, à la lueur du feu, les histoires à raconter n'étaient pas que des divertissements. C'étaient des leçons. L'histoire du chasseur qui avait suivi la trace de l'ours au printemps et ce qui lui était arrivé enseignait le respect et la prudence. Le récit de la grande chasse aux mammouths de l'année où la neige était tombée tôt détaillait, sous couvert d'épopée, des techniques de coopération et de piégeage. Les chants et les rythmes scandés pendant la fabrication d'un outil aidaient à mémoriser les étapes, à synchroniser les gestes. En étant isolées, ces deux femmes devenaient les dépositaires et les praticiennes de tout ce savoir. Chaque action réussit un feu allumé sous la pluie avec un champignon amadou bien préparé. Une blessure soignée avec un cataplasme de plantes renforçait la validité de cette tradition. Chaque échec analysé ajoutait une note à ce grand livre mémoriel. Une expérience qu'elles pourraient, si elles retrouvaient un jour leur groupe, transmettre à leur tour. Ce savoir était dynamique. Elle n'appliquait pas bêtement des règles fixes. Elle les adaptait en permanence. Si une plante habituellement comestible avait un goût étrange cette année-là, elle s'en méfiait. Si les rennes avaient changé leur route de migration à cause d'un glacier ayant avancé, elles ajustèrent leur propre calendrier. Leur connaissance écologique était donc à la fois un héritage stable et un processus d'apprentissage continu. C'est cela qui faisait d'elles bien plus que des survivantes. C'étaient des scientifiques de terrain, des ingénieurs en matériaux, des biologistes et des géographes expertes. Leur technologie n'était pas dans des objets complexes, mais dans la connexion intime et utilitaire qu'elles entretenaient avec chaque élément de leur environnement. Le froid, la faim, les prédateurs étaient des problèmes constants. Leur réponse à ces problèmes provenait de cette vaste bibliothèque intérieure, de ce dialogue incessant entre ce qu'on leur avait appris et ce qu'elles observaient. Leur isolement rendait ce savoir d'autant plus sacré et précieux. Il n'y avait personne d'autre pour le leur rappeler. Ils devaient vivre en elles, dans leurs gestes précis, dans leurs choix éclairés. Finalement, on pourrait dire que leur véritable abri n'était pas la tente de peau ou la caverne qu'elles occupaient. Leur véritable abri, c'était ce savoir enveloppant, cette bulle de compréhension et de compétence
qui les protégeait bien plus efficacement que n'importe quelle muraille de pierre. C'était une forteresse mentale et culturelle construite par les esprits de tous leurs ancêtres et dont elles étaient, à ce moment précis, les seules gardiennes et les seuls bénéficiaires. Chaque jour où elles restaient en vie était une validation de ce savoir, une preuve que l'intelligence humaine, accumulée et partagée, pouvait tenir tête aux éléments les plus brutaux de la nature. Cette connaissance n'était pas un poids, c'était le rallié le plus léger à transporter et le plus puissant à déployer, l'outil ultime qui transformait un environnement hostile en un monde où il était possible, malgré tout, de trouver sa place, de se nourrir, de se soigner et de regarder vers le lendemain avec une lueur d'espoir fondée non sur un rêve, mais sur l'expérience concrète et transmise. Ce savoir ancestral ne restait pas abstrait. Il prenait vie dans chaque geste complémentaire qu'elles effectuaient ensemble dans cette synergie de tous les instants qui transformait deux individus vulnérables en une unité de survie bien plus efficace. La somme de leurs compétences était supérieure à leur simple addition, et c'est cette alchimie du duo qui leur permettait d'accomplir des tâches qu'une personne seule aurait trouvées insurmontables. Imaginez la scène. Elles repèrent un petit troupeau de rennes près d'une rivière gelée. Une personne seule devrait tout faire, approcher en silence, lancer la lance, poursuivre l'animal blessé, tout en restant consciente des dangers alentours. À deux, l'opération change complètement de nature. D'abord, elles établissent un plan silencieux avec des gestes codés. L'une, peut-être la plus habile au lancer, se place en position de tir, profitant d'un couvert. L'autre, armée d'une lance plus lourde ou d'une massue, commence une approche très lente, très discrète pour rabattre les animaux vers la tireuse ou se préparer à frapper si la première lance ne fait que blesser. Pendant toute la manœuvre, celle qui est en position de tir garde aussi un œil sur les alentours, surveillant l'horizon pour d'éventuels prédateurs attirés par le mouvement. Si la chasse réussit, les rôles se répartissent immédiatement. Une reste en vigilance haute, arme à la main, scrutant la steppe, tandis que l'autre commence le dépaissage rapide et efficace, sachant que chaque seconde compte avant que le sang n'attire des convoitises. Cette spécialisation n'était pas rigide. Elle pouvait échanger les rôles selon les jours, les fatigues ou les talents. Mais elle existait. L'une était peut-être particulièrement douée pour le jet précis, avec un œil aiguisé et un bras stable. L'autre pouvait avoir une force tranquille et une patience infinie pour les travaux de boucherie ou la confection des outils. Cette complémentarité était leur véritable force. La collecte, activité souvent vue comme secondaire, était tout aussi vitale et bénéficiait de la même logique. Creuser des racines comestibles dans un sol gelé est un travail long et épuisant, qui oblige à se concentrer sur le sol, le dos courbé dans une position vulnérable. Lors de ces sessions, l'une creusait, tandis que l'autre se tenait debout, tournant lentement sur elle-même, observant l'horizon, écoutant les bruits suspects. Elle tenait les armes à portée de main. Ce simple fait changeait tout. La cueilleuse pouvait se concentrer pleinement sur sa tâche, maximisant son efficacité, sans cette anxiété constante de se faire surprendre. Pour la pêche, dans un trou percé dans la glace d'une rivière, la coopération était mécanique. Une tenait la ligne ou le harpon, concentrée sur les sensations ténues venant des profondeurs sombres. L'autre maintenait un petit feu allumé à côté, non seulement pour réchauffer leurs mains engourdies, mais aussi pour avoir de l'eau chaude à portée. Verser un peu d'eau tiède dans le trou empêchait qu'il ne regèle trop vite. Elle pouvait aussi préparer les cordes supplémentaires, affûter une pointe ou surveiller la glace autour d'elle pour détecter tout craquement anormal. Travailler en duo sur des tâches physiques lourdes était aussi une question de sécurité et d'endurance. Traîner une lourde charge de viande et de peau sur la neige molle est exténuant. À deux, on peut se relayer, on peut utiliser un brancard improvisé avec des pots et des branches, on peut s'encourasser. Installer le campement, surtout par mauvais temps, devenait beaucoup plus rapide. Une dresse la structure de l'abri pendant que l'autre ramasse et prépare le combustible pour le feu. Cette rapidité d'exécution était cruciale quand le froid mordait ou quand la nuit tombait vite. La synergie opérait aussi dans les décisions et la gestion des risques. Avant de s'engager dans une vallée inconnue, elles pouvaient en discuter brièvement, confronter leurs impressions. L'une avait peut-être remarqué un détail que l'autre avait manqué. Une trace trop fraîche, une forme dans le paysage qui lui semblait suspecte. Cette double perception, cette confrontation de leur lecture du terrain leur permettait de prendre de meilleures décisions, moins impulsives, plus réfléchies. En cas de désaccord, il devait exister un mécanisme, peut-être une déférence naturelle envers celle qui avait le plus d'expérience sur un sujet précis,
ou un simple consensus trouvé à force de peu de mots et de gestes. La présence constante de l'autre agissait aussi comme un régulateur moral et psychologique. Dans les périodes de disette, quand la faim tiraillait les estomacs et que la fatigue rendait tout effort douloureux, pouvoir se parler, se soutenir du regard, partager le peu qu'on avait, empêchait de sombrer dans un désespoir paralysant. La solitude absolue dans un tel environnement aurait été un poids mental insoutenable pour la plupart. À deux, on peut se raconter des histoires, on peut se rappeler des visages, des chants, on peut rire malgré tout d'un petit incident. Cette dimension psychologique de la coopération était aussi importante que son aspect pratique. Elles n'étaient pas juste deux outils de survie côte à côte, elles étaient un microcosme social, une cellule de soutien et de sens. La nuit, autour du feu, la veille se faisait naturellement à tour de rôle, permettant à chacune d'avoir des cycles de sommeil plus profonds et plus réparateurs, sachant qu'une partie vigilante les protégeait. Cette confiance mutuelle était le ciment de tout le reste. Elle se construisait dans les petits gestes du quotidien. Partager la meilleure part de viande, signaler un danger sans paniquer, savoir quand l'autre avait besoin d'un moment de silence. Cette coordination allait même dans les gestes les plus simples, comme la marche. En se déplaçant, elles ne marchaient jamais tout à fait côte à côte. L'une légèrement en avant, l'autre en retrait, couvrant un angle de vision plus large. Elles marchaient en silence, mais communiquaient par de brefs sifflements ou chointements discrets pour alerter d'un changement de direction ou d'un arrêt. La personne en arrière avait souvent la charge de regarder derrière elle, pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie. En terrain découvert, elles pouvaient aussi se déplacer en zigzag, l'une couvrant l'autre pendant qu'elles traversaient un espace à découvert, puis inversement. Cette tactique militaire basique était une question de bon sens pour elles. La gestion des ressources en dépendait aussi. L'une pouvait être chargée de porter l'outillage de taille du silex, tandis que l'autre portait les réserves de nourriture séchée et les cordes. Si l'une perdait son couteau ou cassait sa lance, l'autre avait le sien pour assurer la protection immédiate le temps de la réparation. Leurs compétences s'enseignaient aussi l'une à l'autre. Si l'une était plus habile pour allumer le feu avec des pierres à feu, elle montrait à l'autre ses astuces, renforçant ainsi la résilience du duo en cas d'accident. Cette transmission continue entre elles maintenait les deux membres du groupe à un niveau de compétence élevé et partagé, évitant la vulnérabilité créée par la spécialisation excessive. Même dans les moments les plus durs, comme un blizzard qui les clouait sous leur abri pendant plusieurs jours, cette synergie était à l'œuvre. Elles s'économisaient mutuellement, se serraient l'une contre l'autre pour conserver la chaleur, parlaient à voix basse pour garder un lien avec l'humanité. Une seule personne dans cette situation aurait pu facilement glisser dans l'apathie ou la terreur. À deux, elles se maintenaient en vie mentalement autant que physiquement. Finalement, leur survie tenait à cette équation simple mais puissante. Deux paires d'yeux voient mieux qu'une, deux paires de mains travaillent plus vite et soulèvent plus lourd, deux esprits réfléchissent mieux aux problèmes, et deux cœurs supportent mieux la peur et l'isolement. Elles étaient bien plus que la somme de leurs parties. Elles formaient un système organique, adaptable et résilient, où la défaillance temporaire de l'une était immédiatement compensée par l'autre, où le succès de l'une était célébré par les deux, où chaque jour passé en sécurité était une victoire collective. Cette interdépendance n'était pas une faiblesse, mais la source de leur force la plus fondamentale. Dans le silence immense de la steppe glacée, leur capacité à travailler, penser et exister en harmonie était le véritable murmure de la vie qui persistait, têtu et coordonné, face à l'indifférence brutale des éléments. Cette harmonie, cette coordination parfaite aurait été vaine sans un élément central, le pivot autour duquel toute leur existence tournait. Cet élément, c'était la maîtrise du feu. Si leur savoir était leur carte mentale et leur coopération leur moteur, le feu était leur foyer, au sens propre comme au sens figuré. Imaginez un instant la température, pas un petit froid d'hiver moderne, mais un froid qui mord la peau, qui glace l'intérieur des poumons en quelques respirations, un froid capable de tuer en quelques heures seulement. Dans ces conditions, allumer une flamme n'était pas une compétence pratique parmi d'autres. C'était l'acte le plus critique, celui qui traçait la frontière absolue entre la vie et une mort certaine. Sans feu, pas de dégel, pas de chaleur, pas de cuisson, pas de lumière pour tenir les prédateurs à distance la nuit. Leur survie tenait littéralement à cette fragile lueur dansante. La première préoccupation, la plus angoissante sans doute, était de le créer. Elles ne disposaient pas d'allumettes ou de briquets. Leur méthode dépendait de ce qu'elles avaient pu emporter ou trouver. La technique la plus probable, bien que difficile, était l'utilisation d'un percuteur en silex frappé contre un morceau de pyrite de fer.
Ce choc produit des étincelles vives et chaudes. Mais il ne suffit pas d'une étincelle. Il faut qu'elle tombe sur une substance extrêmement inflammable, un nid préparé avec soin. Cela pouvait être de l'amadou, un champignon parasite des arbres qu'elle devait connaître et récolter, sécher et préparer longuement pour le rendre parfaitement capable de capturer la moindre braise. À défaut, des brindilles d'herbes très fines et sèches, de la mousse séchée réduite en poudre ou des fibres d'écorce pouvaient faire l'affaire. L'opération demandait une dextérité et une patience infinies, surtout par temps humide ou venteux. Les mains engourdies par le froid rendaient chaque geste maladroit. Souffler doucement sur la première petite braise rougeoyante dans le nid d'amadou, sans l'éteindre, était un art en soi. Une fois la braise obtenue, il fallait l'entourer de brindilles de plus en plus grossières, construisant la flamme avec une lenteur méthodique. Chaque échec signifiait recommencer, tandis que la chaleur corporelle se dissipait. C'est pourquoi, autant que possible, elles évitaient de devoir recommencer de zéro chaque jour. Leur objectif constant était de conserver le feu, de le transporter. Elles pouvaient garder des braises vives pendant des heures, voire une journée, dans un récipient improvisé. Imaginez un gros morceau d'écorce plié ou un crâne d'animal nettoyé, rempli de terre ou de cendres pour l'isoler, avec des braises couvant au centre, soigneusement alimentées avec de la tourbe sèche ou des bouses d'herbivores séchés, des combustibles lents. Pendant un déplacement, porter ce cœur ardent était une tâche sacrée, une responsabilité majeure. Une chute, un coup de vent, une averse, et tout était à refaire avec le risque de passer une nuit sans feu. Une fois le feu établi et sécurisé dans le foyer du campement, il devenait l'outil multifonction par excellence. Sa première fonction était bien sûr de réchauffer l'air autour d'elle. La différence entre l'extérieur et l'intérieur de leur petit cercle de lumière pouvait être de plusieurs dizaines de degrés. Ce n'était pas un confort, c'était une nécessité physiologique. La chaleur permettait à leur corps épuisé de se reposer vraiment, de dormir sans dépenser toute leur énergie, à lutter contre l'hypothermie. Elles pouvaient faire sécher leurs vêtements de peau, humides de transpiration ou de neige fondue, empêchant ainsi le gel qui aurait rendu le cuir raide et coupant. Mais le feu ne réchauffait pas que l'air. Il transformait la nourriture. Manger de la viande crue en quantité présente des risques, parasites, bactéries, et surtout une digestion beaucoup plus difficile et coûteuse en énergie. La cuisson, même superficielle, ramollissait les fibres, tuait les pathogènes et rendait les nutriments plus accessibles. La graisse fondue devenait un aliment précieux, une source de calories concentrées. Faire bouillir de l'eau dans un récipient en peau ou en estomac d'animal, une technique délicate qui consistait à chauffer des pierres dans le feu pour les plonger dans l'eau, permettait de préparer des bouillons nourrissants avec des morceaux de viande et des racines, ou simplement d'obtenir de l'eau potable sûre en faisant fondre la neige. La lumière était son autre don inestimable. Les nuits d'hiver étaient longues, très longues. Sans feu, elles auraient été plongées dans une obscurité totale ou à peine éclairées par la lune, contraintes à une immobilité anxieuse. La flamme repoussait cette obscurité, créant un espace visuel et psychologique où elles pouvaient continuer à vivre. Elles pouvaient travailler à l'affûtage d'un outil, au tannage d'une peau, au tressage d'une corde. Elles pouvaient se regarder, lire les expressions sur le visage de l'autre, maintenir ce lien social crucial. Et surtout, cette lumière était une barrière défensive. La plupart des prédateurs, même les plus courageux, ont une peur instinctive et apprise du feu. Sa chaleur, son crépitement imprévisible, ses odeurs de fumée et de combustion créaient une zone d'exclusion. Les yeux brillants dans l'obscurité restaient à distance. Le feu transformait leur petit campement en une forteresse dont les murs étaient en face de lumière et de chaleur. Il n'était pas seulement défensif, il était aussi offensif dans leur arsenal de survie. Une torche brandie avec détermination pouvait faire reculer un animal curieux. Le feu servait aussi à la fabrication et à l'entretien des outils. Durcir la pointe d'une lance en bois en la passant doucement près des braises la rendait plus résistante. Il pouvait être utilisé pour creuser, en chauffant une zone de sol gelé pour l'adoucir avant de l'attaquer avec un pieu. La fumée elle-même était une ressource. Elle s'en servait probablement pour fumer la viande et le poisson, les couvrant d'une couche protectrice qui ralentissait la décomposition et repoussait les insectes. Fumer une peau accélère le processus de tannage et la rend plus souple et plus résistante à l'eau. Le feu était aussi au centre de leur hygiène et de leur santé. Faire bouillir de l'eau pour nettoyer une plaie, même sans comprendre le concept de stérilisation, réduisait considérablement les risques d'infection. La cendre, mélangée à de la graisse,
pouvait servir de base à un savon primitif pour se nettoyer. La gestion du feu dictait le rythme de leur journée. Le matin, la première tâche était de raviver les braises gardées sous les cendres, de l'alimenter pour le petit déjeuner et pour se réchauffer. Pendant la journée, selon qu'elle restait au camp ou partait, il fallait décider de l'éteindre, de le couvrir ou de le laisser à une personne en garde. Le soir, le rituel de son entretien pour la nuit était sacro-saint. Constituer une réserve de bois suffisante pour brûler jusqu'à l'aube, disposer les combustibles à portée de main, s'assurer qu'il était assez fort pour ne pas s'éteindre mais pas trop pour consumer leur précieux bois trop vite. Le choix du combustible était une science en soi. Dans la steppe, le bois était rare. Ils devaient récolter tout ce qui pouvait brûler. Les broussailles sèches, les branches mortes arrachées par le vent, les racines, les bouses sèches des herbivores, la tourbe qu'il fallait extraire des sols humides. Chaque source de chaleur avait ses propriétés. Le bois brûlait chaud et longtemps, les bouses produisaient une braise longue et régulière, mais peu de flammes. La tourbe brûlait lentement avec une fumée épaisse. Elles apprenaient à tout utiliser. Le feu avait enfin une dimension symbolique et sociale profonde même à deux. Il était le cœur du foyer, le point de rassemblement. Autour de lui, elles mangeaient, elles parlaient, elles se préparaient, elles se reposaient. Sa lumière dansante devait être hypnotique, un spectacle vivant au milieu de l'immobilité gelée. Il représentait la vie, la persistance, la capacité humaine à dompter une force naturelle. Le maintenir, c'était affirmer leur présence dans ce monde hostile. Perdre le feu n'était pas un simple inconvénient, c'était une crise majeure, une course contre la montre pour le recréer avant que le froid ne les saisisse. Cette dépendance absolue forgeait un respect profond, presque religieux pour cette technologie fragile. En fin de compte, leur relation au feu résumait toutes leurs conditions. Une lutte constante et intelligente pour préserver une petite bulle de chaleur, de lumière et de sécurité au milieu d'un océan de froid et d'obscurité. Chaque soir, quand les ombres s'allongeaient et que le vent glacé se levait, l'acte d'alimenter les flammes était l'acte le plus important de la journée. C'était une prière quotidienne pour une nuit de plus, une démonstration tangible d'espoir et de ténacité. Le crépitement du feu était la bande-son de leur survie, un murmure chaud et rassurant qui disait, contre toute évidence, qu'ici, à cet endroit précis, la vie persistait. Cette bulle de chaleur créée par le feu était vitale, mais elle ne les suivait pas dans leur déplacement. Pour affronter le froid mordant dès qu'elle s'éloignait des flammes, elle possédait une autre technologie, tout aussi cruciale et bien plus intime, leurs vêtements. Il ne s'agissait pas de simples peaux jetées sur les épaules. Leur tenue était un micro-habitat portable, un système d'ingénierie thermique sophistiqué conçu par des générations d'expérience pour maintenir la vie dans des conditions extrêmes. Imaginez un instant devoir survivre à des températures bien en dessous de zéro, avec un vent qui lacère, parfois pendant des heures de marche ou de chasse. Sans une protection parfaite, la chaleur corporelle s'échappe, l'hypothermie guette, les extrémités gèlent. Leur réponse à cette menace constante était une combinaison de peaux assemblées avec une intelligence remarquable. La première règle était le principe des couches, un concept qu'elle maîtrisait parfaitement sans doute. La couche interne, celle en contact direct avec la peau, devait être douce, chaude et capable de gérer l'humidité. Pour cela, elles utilisaient probablement des peaux avec le poil tourné vers l'intérieur. Des animaux comme le renard arctique, le lièvre variable ou même le jeune renne offraient des fourrures denses et fines, excellentes, pour emprisonner l'air chaud contre le corps. Cette couche avait aussi pour rôle d'évacuer la transpiration, car la sueur humide qui gèle sur la peau est un danger mortel. La couche externe, elle, avait une mission différente, servir de bouclier. Elle devait être résistante au vent, à l'humidité de la neige, à l'abrasion des buissons et de la glace. Pour cela, des peaux plus robustes et plus imperméables étaient nécessaires. La peau de renne adulte, tannée avec soin, était probablement un choix premier. Celle d'ours, si elles en avaient abattu un, était un trésor inestimable pour sa chaleur et sa protection. Cette couche externe était souvent portée avec le poil vers l'extérieur, permettant à la neige de glisser et à la peau de perler. L'ensemble formait ainsi une barrière isolante efficace. La couche interne piégeait la chaleur, la couche externe bloquait les agressions. Mais un bon matériau ne suffisait pas. La vraie magie résidait dans la confection. La couture était leur point faible potentiel. Un espace entre deux peaux, un point lâche et le vent s'y engouffrait, drainant la chaleur corporelle en un instant. Leurs aiguilles, finement travaillées dans des os d'oiseaux ou de petits mammifères, étaient un des outils de précision.
Le fil était fabriqué à partir de tendons animaux, particulièrement ceux des longs muscles du dos des grands herbivores. Ces tendons, une fois séparés et étirés, séchaient pour devenir durs, mais une fois humidifiés avec de la salive ou un peu d'eau, ils redevenaient souples et se transformaient en un fil solide et résistant. En séchant à nouveau après la couture, les pointes se rétractaient et devenaient presque étanches. Les coutures étaient faites avec des points serrés et chevauchants, garantissant l'imperméabilité et la solidité. Pour les zones critiques, comme les épaules ou le capuchon, elles utilisaient peut-être des lanières de cuir supplémentaires pour renforcer les assemblages. L'objectif était une enveloppe continue, sans trou. Le vêtement ne s'arrêtait pas à la tunique. C'était un système intégral. Un pantalon ou des jambières en peau attachées à la tunique protégeaient le bas du corps. Des bottes étaient essentielles. Elles devaient être souples pour marcher, mais isolantes. On pense à des bottes en peau d'ours ou de phoque pour la semelle, résistantes à l'abrasion, et une partie supérieure en peau plus souple, fourrée à l'intérieur, avec de la fourrure de lièvre ou du duvet d'oiseau. Entre les chaussettes faites de peau douce et la botte, elle glissait peut-être de l'herbe sèche comme isolant supplémentaire, une technique connue de nombreux peuples arctiques. Les mains étaient protégées par des mitaines, plus pratiques que des gants séparés pour préserver la chaleur des doigts regroupés, mais avec une fente permettant de libérer les doigts pour des tâches de précision comme manier une aiguille ou allumer un feu. Le capuchon, souvent intégré à la tunique, était un élément capital. Une énorme quantité de chaleur se perd par la tête. Leur capuchon devait être ample, bien fourré, et capable de se serrer autour du visage avec une lanière, ne laissant qu'une fente étroite pour la vision et la respiration. Par temps de blizzard, elle devait probablement se couvrir le bas du visage avec une écharpe en peau pour réchauffer l'air avant qu'il n'entre dans les poumons. L'entretien de ce système était une tâche quotidienne. Le soir au campement, il fallait inspecter les vêtements, secouer la neige, brosser doucement les fourrures pour enlever le givre et maintenir leur pouvoir isolant, faire sécher les couches intérieures près du feu, mais pas trop près pour ne pas les cuire et les rendre cassantes. Réparer immédiatement une déchirure ou un point arraché avec l'aiguille et le fil de tendon toujours à portée de main. Graisser occasionnellement le cuir externe avec de la graisse animale fondue pour conserver sa souplesse et son imperméabilité. Leurs vêtements étaient aussi leur sac de couchage. La nuit, dans l'abri, elles se blottissaient l'une contre l'autre, enveloppées dans de grandes peaux supplémentaires, créant une poche de chaleur partagée. Le système devait aussi être adaptable. Lors d'un effort intense, comme une poursuite lors d'une chasse ou le transport d'une lourde charge, le risque était de surchauffer et de transpirer. Elle devait pouvoir ventiler rapidement, détacher le capuchon, ouvrir la tunique, au niveau du cou, voire retirer temporairement la couche externe et la porter en bandoulière. Gérer cette régulation thermique corporelle était une compétence clé. Rester au frais pour éviter de transpirer, mais au chaud pour ne pas geler. Le choix des peaux montrait aussi une connaissance fine des propriétés des animaux. La fourrure de l'ours, longue et hydrophobe, était idéale pour les capes ou les bordures de capuchons exposées à la neige. La peau de phoque, si elles avaient un accès à la côte, était quasiment imperméable. La fourrure de renard ou de glouton, dont les poils ont la particularité de ne pas vibrer facilement, était parfaite pour bordurer le capuchon autour du visage, empêchant la formation de glaçons dangereux près des yeux et de la bouche. Chaque élément avait donc une raison d'être, fruit d'un long héritage d'observation. Ces vêtements n'étaient pas discrets. Ils devaient être lourds, encombrants et dégager une forte odeur animale. Mais cette odeur même faisait partie de leur identité dans le paysage, un parfum qui les reliait au monde des animaux qu'elles chassaient et dont elles dépendaient. Se vêtir le matin était un rituel méthodique, une armure contre le monde. Enfiler chaque couche, ajuster les lanières, s'assurer qu'aucun interstice ne laissait passer l'air froid. Ce n'était pas une corvée, c'est un acte de survie conscient. Une fois équipées, elles pouvaient défier le vent et le froid pendant des heures, leur corps travaillant efficacement à l'intérieur de cette forteresse mobile. Ce micro-habitat leur permettait d'étendre leur rayon d'action, de chasser plus loin, de collecter plus longtemps, de survivre à des tempêtes soudaines. Il était leur deuxième peau, une extension technologique de leur propre épiderme et sans doute l'une de leurs possessions les plus précieuses, soigneusement entretenue, réparée et transmise si possible. Il incarnait le principe même de l'adaptation. Ne pas lutter contre le froid avec la force brute, mais le contourner avec l'intelligence en créant une barrière si efficace qu'elle permettait à la fragile chaleur du corps humain de persister au cœur même de l'hiver glaciaire. Enveloppées dans ces peaux, elles n'étaient plus seulement des humains dans un environnement hostile,
Elles devenaient, par la technologie du vêtement, des créatures adaptées à cet environnement, capables d'y évoluer avec une résilience forgée par l'ingéniosité de leurs ancêtres. Cette forteresse mobile de peau et de fourrure les protégeait du vent et du froid, mais elle avait ses limites. Elle ne suffisait pas pour les nuits longues, pour les tempêtes qui duraient plusieurs jours, ou simplement pour se reposer en sécurité. Il leur fallait un ancrage, un point fixe où reprendre des forces, traiter le produit de la chasse et stocker quelques précieuses ressources. Cet ancrage, c'était l'abri. Leur relation avec le logement était forcément pragmatique et flexible. Elles ne construisaient pas pour l'éternité, mais pour l'utilité immédiate, en fonction des saisons, des ressources disponibles et de la durée prévue de leur séjour. La mobilité restait une clé de leur survie, donc leur construction devait être rapide à monter, à démonter ou à abandonner. Le type d'abri le plus simple et le plus courant devait être la tente en peau. Imaginez un cadre léger fait de perches en bois de bouleaux nains ou de saules, si elles en trouvaient, ou plus probablement d'os longs et de côtes de mammouth ou de rhinocéros laineux récupérés sur une carcasse. Ces éléments étaient transportables sur de courtes distances. Elles assemblaient ces perchés en une structure en forme de cône ou de demi-sphère, qu'elles fixaient solidement au sol. Ensuite, elles recouvraient cette armature avec les peaux les plus grandes et les plus résistantes qu'elles possédaient, probablement cousues ensemble pour former une grande bâche. Les peaux étaient tendues et ancrées avec des pierres ou des piquets en os. L'entrée était une fente verticale, pouvant être fermée par un rabat de peau. À l'intérieur, l'espace était minimal, juste assez pour 2 personnes, leur feu central et leurs quelques effets. L'avantage était la rapidité et la légèreté. En 1 heure ou 2, elles pouvaient avoir un toit au-dessus de leur tête. Mais cet abri avait ses faiblesses. Il était vulnérable au vent très violent. Et le feu à l'intérieur, bien que vital, demandait une ventilation attentive pour éviter l'asphyxie par la fumée. Lorsqu'elles avaient la chance de trouver un abri naturel, elles l'exploitaient immédiatement. Une caverne peu profonde, un surplomb rocheux, une grotte déjà existante étaient des trésors. Cela leur évitait un travail de construction et offrait une protection bien supérieure. Mais ces lieux n'étaient pas forcément vacants. Il fallait d'abord inspecter méticuleusement les alentours et l'intérieur pour des traces de prédateurs. Poils, ossements, odeurs. Il fallait aussi vérifier la stabilité du toit, les risques d'éboulement, et la possibilité que l'endroit ne soit déjà un repère d'hyènes ou d'ours. Si tout semblait sûr, elles s'installaient. Elles aménageaient l'entrée avec un parevent en peau tendu sur des branches. À l'intérieur, elles organisaient l'espace. Le foyer près de l'entrée pour que la fumée s'échappe, une zone pour dormir surélevée avec des pots et de l'herbe sèche, un coin pour le travail et le stockage. Ces abris naturels pouvaient devenir des bases semi-permanentes, utilisées plusieurs semaines, voire tout un hiver si les ressources alentour le permettaient. Le sol de l'abri, qu'il soit sous une tente ou dans une caverne, était une préoccupation majeure. S'allonger directement sur le sol gelé ou même sur de la pierre froide était un pont thermique direct qui volait la chaleur du corps. L'isolation était donc primordiale. Elle collectait de l'herbe sèche, des roseaux, de la mousse, des fougères, tout matériau végétal sec disponible. Elles en faisaient une épaisse couche, un vrai matelas naturel, sur lequel elles étalaient ensuite des peaux supplémentaires. Cette couche isolante les séparait du froid du sol et leur apportait un peu de confort. Elles devaient être changées ou aérées régulièrement pour éviter l'humidité. L'emplacement géographique du campement était choisi avec une stratégie précise. Plusieurs facteurs entraient en jeu. La proximité d'une source d'eau était essentielle, que ce soit une rivière, un lac gelé où l'on pouvait percer un trou, ou une source. Mais il ne fallait pas être trop près pour éviter l'humidité constante et le brouillard glacé. La disponibilité du combustible était critique. Y avait-il des buissons morts, des bousses sèches, de la tourbe à proximité? Un endroit dénué de tout combustible rendait la vie impossible. La visibilité et la sécurité étaient aussi cruciales. Un lieu surélevé offrait une bonne vue sur les approches, pour voir venir le gibier comme les prédateurs. Cela permettait aussi d'être moins exposé au vent froid qui s'accumulait dans les fonds de vallée. L'orientation de l'entrée était étudiée, presque toujours à l'opposé de la direction des vents dominants, pour minimiser les infiltrations d'air glacé et les entrées de neige poudreuse. Enfin, la présence de matières premières s'était à être un plus. Un affleurement de silex pour les outils, des arbres nains pour le bois, des zones de végétation pour la collecte. Parfois, elles pouvaient modifier un abri naturel pour l'améliorer. Elles élargissaient une niche avec des outils en pierre. Elles construisaient un muret de pierre sèche pour fermer partiellement une entrée trop large. Elles creusaient même légèrement le sol à l'intérieur d'un surplomb pour gagner en hauteur sous plafond et en isolation.
Dans les régions où le bois était un peu plus abondant, elle pouvait envisager des constructions plus élaborées, comme une hutte semi-enterrée. Elle creusait une dépression circulaire dans le sol, renforçait les bords avec des pierres, puis construisait une superstructure en bois recouverte de pots, de tourbes et de terre. Ce type d'habitation, plus long à construire, offrait une isolation thermique exceptionnelle et une grande stabilité. Il signait une intention de s'installer pour une longue période, une saison entière peut-être. La vie à l'intérieur de l'abri était organisée autour du foyer. Le feu était le cœur, littéralement et symboliquement. Tout était disposé en cercle concentrique, le feu au centre, puis les zones de travail et de repos immédiates, puis le stockage contre les parois. La fumée s'échappait par l'ouverture au sommet de la tente ou par l'entrée de la grotte, noircissant peu à peu le plafond de suie. Cette suie avait d'ailleurs un rôle utile en absorbant une partie de l'humidité. L'abri était leur atelier, leur cuisine, leur infirmerie et leur chambre. Elles y préparaient la nourriture, traitaient les pots, fabriquaient et réparaient les outils, se soignaient, dormaient. L'espace restreint favorisait la conservation de la chaleur, mais demandait une organisation méticuleuse pour éviter le chaos. Chaque objet avait sa place, car perdre une aiguille dans l'herbe du sol ou renverser un récipient d'eau dans un espace aussi confiné était un vrai problème. L'entretien quotidien de l'abri faisait partie des routines. Il fallait constater les dégâts du vent sur les pots de la tente, retendre les cordages, colmater une déchirure avec une pièce de cuir. Dans une grotte, il fallait balayer les débris, vérifier qu'aucun animal n'était venu fouiner pendant leur absence et s'assurer que leur stock de nourriture, suspendu ou placé en hauteur, était hors de portée des rongeurs. Lorsqu'elles décidaient de quitter un lieu, le processus était inverse. Elles démontaient soigneusement tout ce qui pouvait être réutilisé. Les pots de couverture, bien sûr, mais aussi les perches, si elles étaient transportables, les cordes, les pierres du foyer parfois. Elle ne laissait derrière elle que la structure la plus basique, le matelas d'herbe et les déchets. Parfois, elle marquait peut-être l'endroit d'un petit cairn de pierre, un signe pour elle-même ou pour d'autres membres de leur groupe qu'ici se trouvait un bon campement, utilisable une autre fois. Ce nomadisme, cette succession d'abris temporaires et de bases semi-permanentes rythmait leur vie. Il les liait au territoire, leur faisait parcourir des circuits connus, des points d'eau familiers, des zones de chasse à éprouver. L'abri n'était jamais une fin en soi, mais un outil de plus, le plus lourd et le plus stable dans leur panoplie de survie. Il représentait une pause, un souffle, un moment où elles pouvaient relâcher un peu la vigilance constante du déplacement pour se consacrer à des tâches plus complexes ou simplement se reposer plus profondément. La sécurité qu'il procurait, même relative, était le fondement nécessaire à tout le reste. Un sommeil réparateur pour affronter le lendemain, un lieu chaud pour digérer les calories qui les maintiendraient en vie, un espace à l'abri des regards où elles pouvaient être simplement humaines, partageant un silence ou quelques mots à l'intérieur de la petite coquille de pause ou de pierre qu'elles avaient su créer dans l'immensité hostile. Ce havre de paix relatif qu'était l'abri n'était pas seulement un lieu de repos ou de travail, c'était aussi inévitablement leur infirmerie, car dans leur vie de danger constant, la maladie, les blessures et les maux du corps représentaient une menace aussi grave qu'un prédateur, mais plus insidieuse. Elles ne pouvaient compter que sur elles-mêmes et sur le savoir transmis pour y faire face. Une simple coupure mal soignée, une foulure, une fièvre, pouvaient dégénérer et les rendre incapables de chasser, de se déplacer, de survivre. Leur médecine était donc purement pratique, basée sur l'observation, les essais transmis et une connaissance intime des ressources naturelles. La première préoccupation était évidemment les blessures externes. Une éraflure contre la glace, une coupure en dépeçant une proie, une morsure ou une griffure lors d'une rencontre trop rapprochée avec un animal. Le risque d'infection était omniprésent et potentiellement mortel. Leur première réaction devait être un nettoyage méticuleux. Elles utilisaient de l'eau propre, si possible bouillie avec des pierres chaudes pour rincer la plaie. Ensuite, elles devaient connaître les propriétés antiseptiques de certaines plantes. Des mousses spécifiques, comme certaines sphègnes, ont des qualités absorbantes et légèrement antibactériennes. Elles pouvaient en faire un pansement. Elles connaissaient peut-être aussi l'utilisation de la résine de certains conifères aux propriétés cicatrisantes ou de l'application de certaines terres. Le miel, s'il était disponible à la belle saison et stocké, était un trésor pour ses vertus antiseptiques et cicatrisantes. Une fois la plaie nettoyée, elle la recouvrait avec une peau propre ou une feuille large, maintenue par une lanière de cuir. Il fallait surveiller les signes de pourriture, rougeur, chaleur, pus. Pour les blessures plus graves, comme une fracture, le protocole était plus complexe.
Une fracture d'un bras ou d'une jambe signifiait l'immobilisation totale, une catastrophe dans leur mode de vie. Il fallait donc réduire la fracture si possible, c'est-à-dire réaligner les os, une opération douloureuse qu'elle devait sans doute pratiquer en se basant sur la connaissance des articulations. Ensuite, elles immobilisaient le membre avec des attelles en bois, en os plat ou en ivoire, ligotées avec des lanières de cuir souple. La personne blessée devait ensuite se reposer absolument pendant plusieurs semaines, ce qui imposait à l'autre de prendre en charge toutes les tâches de survie. C'était un test majeur pour leur coopération et leur réserve. La douleur était un adversaire constant. Pour le gérer, elles avaient recours à la pharmacopée naturelle. L'exemple le plus connu est l'écorce de saule. En la mâchant ou en la faisant infuser dans de l'eau chaude, elles obtenaient une substance aux propriétés analgésiques et anti-inflammatoires, un précurseur naturel de l'aspirine. Elles devaient connaître d'autres plantes aux effets sédatifs ou antidouleurs, identifiables par leur amertume ou leur odeur caractéristique. La gestion de la douleur passait aussi par des techniques de distraction, des respirations contrôlées et le réconfort mutuel. Les maladies internes, les fièvres, les troubles digestifs étaient plus mystérieux et plus angoissants. Sans comprendre les causes virales ou bactériennes, elles associaient certains symptômes à des déséquilibres ou à des esprits malfaisants. Leurs réponses combinaient des remèdes physiques et des rituels. Pour une forte fièvre, elles appliquaient peut-être des compresses d'eau froide. Pour des maux d'estomac, elles utilisaient des infusions de plantes apaisantes comme la camomille sauvage ou le plantain. Une partie cruciale de leur médecine préventive était leur alimentation. Elles savaient instinctivement, par tradition, que pour rester fortes, il fallait manger une variété d'aliments. La consommation des abats était vitale. Le foie d'un renne ou d'un cheval sauvage est une bombe de vitamines, notamment de vitamine A et de fer. Le cerveau, riche en graisse et en nutriments, était consommé. La moelle osseuse, extraite en brisant les os, était la source de graisse la plus précieuse, essentielle pour l'énergie et la régulation thermique. En mangeant la totalité de l'animal, y compris le contenu stomacal des herbivores qui pouvaient fournir des végétaux partiellement digérés, elles évitaient les carences comme le scorbut. Cette nutrition attentive était leur première ligne de défense contre la faiblesse et la maladie. L'hygiène, bien que rudimentaire, était pratiquée. Elles se nettoyaient probablement avec de la neige ou de l'eau, se grattaient la peau avec des outils en pierre pour enlever la saleté et prenaient soin de leurs cheveux pour éviter les parasites. Elles devaient aussi gérer leur santé dentaire. Une dent cassée ou un abcès dentaire était une catastrophe, causant une douleur atroce et empêchant de mâcher la viande dure. Elles utilisaient peut-être des bâtonnets fibreux pour se curer les dents, et certaines plantes pouvaient avoir des propriétés légèrement antiseptiques pour les gencives. Mais le plus grand défi médical, à la fois physique, émotionnel et technique, aurait été un accouchement. Si l'une d'elles était enceinte au moment de leur isolement, ou si elle le devenait après une rencontre avec d'autres humains, elle devrait affronter cela seule. L'accouchement est toujours risqué, même dans des conditions modernes. À cette époque, sans aide extérieure, les complications signifiaient presque certainement la mort pour la mère et l'enfant. Elle devait donc posséder un savoir traditionnel sur l'obstétrique. Elle savait probablement reconnaître les signes de l'imminence de l'accouchement. Elle préparait un endroit propre, avec des peaux absorbantes. La femme en travail s'accroupissait peut-être, une position naturelle qui utilise la gravité. L'autre femme assistait, encourageant, soutenant physiquement, prête à intervenir en cas de nécessité. Elle savait peut-être comment aider à dégager les épaules du bébé, comment couper le cordon ombilical avec un couteau de silex tranchant et propre, et comment expulser le placenta. En cas de présentation par le siège ou d'autres complications, leur savoir et leurs capacités étaient probablement dépassés. La survie reposait alors sur une combinaison de chance et de résistance physique extraordinaire de la mère. Après la naissance, le nouveau-né devait être maintenu au chaud, nourri et protégé. Sa présence changeait radicalement la dynamique de survie, rendant les déplacements plus lents et plus dangereux, mais apportant aussi une puissante raison de se battre pour l'avenir. Au-delà de la santé physique, leur bien-être mental était constamment mis à l'épreuve. L'isolement, la peur constante, la fatigue, la monotonie de la lutte quotidienne, tout cela pesait lourdement sur leur esprit. Le désespoir était un ennemi silencieux qui pouvait les paralyser. Leur stratégie pour y faire face reposait sur leurs liens et sur des mécanismes psychologiques naturels. Elles maintenaient des routines qui donnaient un semblant de normalité et de contrôle. Des tâches quotidiennes comme allumer le feu, préparer la nourriture, entretenir les outils, structurer la journée.
Elles parlaient probablement entre elles, se racontaient des histoires de leur clan, chantaient des chants traditionnels pour se souvenir de leurs origines et garder leur langue vivante. La prise de décision collaborative leur évitait le sentiment d'impuissance. Célébrer les petites victoires était essentiel. Un feu allumé sous la pluie, une belle prise de poisson, une journée de voyage sans incident. Ces moments renforçaient leur sentiment de compétence et d'efficacité. Elles vivaient probablement dans le présent, sans trop se projeter dans un avenir lointain et incertain. Se concentrer sur l'objectif immédiat, trouver du bois, suivre une piste, réparer une botte, permettait de ne pas être submergé par l'ampleur de leur situation. La croyance en des forces spirituelles, en des esprits protecteurs ou en des ancêtres vigilants devait également jouer un rôle. Ces croyances offraient un cadre pour interpréter les événements aléatoires, comme une chasse réussie ou une maladie soudaine. Effectuer de petits rituels, comme remercier à l'esprit de l'animal abattu, donnait un sens à leurs actions et réduisait l'anxiété liée à l'inconnu. Leur résilience psychologique tenait donc à un mélange de soutien social mutuel, de routines stabilisatrices, de focalisation sur le moment présent et peut-être d'une forme de spiritualité qui apaisait les peurs existentielles. En fin de compte, leur santé était un équilibre fragile entre le soin proactif du corps, la gestion réactive des crises et l'entretien constant du moral. Chaque jour passé en bonne santé était une victoire. Elles savaient que leur force était leur atout le plus précieux et tout, de leur alimentation à leur précaution, visait à la préserver. Dans cet environnement où chaque erreur pouvait être fatale, leur connaissance de la médecine primitive, bien que limitée, était une lumière dans l'obscurité de la souffrance, une façon de repousser l'inévitable et de s'accrocher à la vie avec une ténacité qui allait bien au-delà de la simple force physique. C'était un combat quotidien mené avec les outils de l'esprit et de la tradition pour garder leur corps et leur âme fonctionnels dans un monde qui semblait tout faire pour les briser. Cette attention portée au corps et à l'esprit n'aurait servi à rien sans les extensions physiques de leur volonté. Leurs outils, chaque tâche, de la plus simple à la plus complexe, dépendait d'objets fabriqués de leurs mains, réparés, améliorés, transportés. Leur kit de survie n'était pas un assemblage d'artefacts figés, mais un atelier portable en évolution permanente, où chaque ressource trouvée était une opportunité de créer ou de remplacer. La matière première la plus fondamentale était la pierre, et plus précisément le silex. Lorsqu'elles en trouvaient un nodule de bonne qualité, c'était une aubaine. Le silex se débite par percussion, c'est-à-dire qu'en le frappant à un endroit précis avec un percuteur en pierre dure ou en bois de cervidé, on en détache des éclats aux arêtes tranchantes comme du verre. Cette technique, appelée taille, demandait une précision millimétrique et une connaissance intime de la matière. Un coup mal placé et le nodule se brisait inutilement. Mais quand c'était réussi, elles obtenaient en quelques minutes des lames coupantes, des grattoirs, des perçoirs. Un grattoir, avec son front arrondi et tranchant, était essentiel pour racler les peaux, enlever les derniers résidus de chair et de graisse pour les préparer au tannage. Un perçoir, pointu et résistant, servait à percer des trous dans les peaux, les os ou le bois. Une lame fine pouvait être emmanchée avec du tendon et de la résine sur un bout de bois pour faire un couteau efficace. Les éclats les plus petits et les plus acérés servaient de microlithes. Peut-être insérés dans des fentes le long d'un morceau de bois pour créer une lame dentelée, utile pour couper ou scier. Le silex était aussi utilisé pour fabriquer des outils qui servaient à fabriquer d'autres outils. Un burin, avec sa pointe robuste, permettait de rainurer l'os ou le bois. Le travail de l'os et de l'ivoire était l'autre facette de leur artisanat. Après un repas, les os n'étaient pas jetés. Ils étaient mis de côté, nettoyés, brisés pour en extraire la moelle. Puis les morceaux les plus intéressants étaient sélectionnés. Un métapode de renne ou un radius de cheval sauvage, long et droit, pouvait être fendu et poli contre une pierre abrasive pour devenir une aiguille fine. L'œil de l'aiguille était percé avec une pointe de silex, un travail d'une patience extrême. Des côtes, plates et courbes, faisaient d'excellents couteaux de fortune ou des lissoirs pour le cuir. Les omoplates, larges, pouvaient devenir des pellettes ou des plateaux. Les bois de renne tombés naturellement étaient une ressource inestimable. Plus légers que l'os et très résistants, ils pouvaient s'être travaillés à la taille ou au raclage pour fabriquer des pointes de saguet, des harpons pour la pêche, des manches d'outils, des embouts pour les lanceurs de javelots ou des coins pour fendre le bois. L'ivoire de mammouth, s'il était accessible via une carcasse, était le matériau de luxe, dense et pouvant être sculpté en objets durables, peut-être des bagues,
des pendentifs rituels ou des outils spécialisés. Le bois était partout et nulle part. Dans la steppe, les arbustes nains étaient courants, mais les grands arbres étaient rares. Elles devaient donc être économes. Une branche droite de bouleau nain ou de saule était précieuse. Elle pouvait être façonnée avec un éclat de silex pour en faire une lance. La pointe était durcie au feu, rendue plus dure et plus résistante. Pour rendre une lance plus mortelle, elle fixait à son extrémité une pointe en os ou en silex, ligaturée avec du tendon et collée avec de la résine de pin chauffée. Le tendon, en séchant, se rétractait et serrait l'assemblage comme un étau. La résine solidifiait le tout. Fabriquer un arc était une entreprise bien plus complexe, nécessitant un bois à la fois souple et fort, une forme précise et des cordes en tendon d'une qualité exceptionnelle. Peut-être maîtrisait-elle cette technologie, peut-être pas, mais si c'était le cas, l'arc représentait une révolution. La chasse à distance, moins risquée, et une arme défensive redoutable. Le bois servait aussi à fabriquer des récipients. On peut creuser une auge dans un morceau de bois vert avec des charbons ardents en grattant la partie brûlée. Plus simplement, elles utilisaient des récipients organiques, des vessies d'animaux pour stocker de l'eau, des estomacs pour faire cuire au moyen de pierres chaudes, des coques d'écorce pliées et cousues pour transporter des baies ou des petits objets. La vannerie avec des racines ou des tiges souples devait faire partie de leurs compétences pour fabriquer des paniers légers ou des nasses pour la pêche. Le tendon animal était la corde et la colle de leur monde. Prélevé sur les longs muscles du dos d'un grand herbivore, séché, puis battu pour séparer les fibres, il pouvait être utilisé de multiples façons. Humide, il servait de fil de couture ultra résistant pour les vêtements et les abris. Tressé, il faisait une corde solide pour attacher des pointes de lin, en fabriquer des lassos ou des pièges. Chauffé, il libérait une colle protéique qui, mélangée à de la résine et du charbon, formait un adhésif puissant pour fixer des pointes de projectiles. Rien ne se perdait. Même les déchets de taille du silex, les éclats minuscules, pouvaient être recyclés comme racloirs ultimes ou insérés dans des manches en bois pour en faire des outils composites. Leur atelier n'avait pas d'adresse fixe. Ils s'installaient là où elles campaient, près du feu pour y voir clair et pour avoir de la chaleur qui facilite le travail de certains matériaux. Une grosse pierre plate servait d'enclume. Un galet tenu dans la paume servait de percuteur. Un morceau de cuir sur les genoux protégeait des éclats tranchants. Le travail était lent, méthodique, et demandait une concentration absolue. Une erreur pouvait signifier la perte d'une pièce rare de silex, ou la rupture d'une aiguille à moitié finie, condamnant des heures de labeur. Cet artisanat constant avait plusieurs objectifs vitaux. D'abord, l'entretien. Une lame de couteau s'émousse en dépeçant un animal. Il faut la raviver en la retouchant sur ses bords avec un percuteur léger. Une lance se brise lors d'un jet. Il faut récupérer la pointe si possible et réemmancher une nouvelle hampe. Une aiguille se casse, il faut entailler une nouvelle. Ensuite, l'adaptation. Selon les saisons et les proies, les besoins changent. À l'approche de l'hiver, fabriquer des aiguilles supplémentaires et stocker du fil de tendon pour réparer les vêtements devenait prioritaire. En période de migration des saumons, fabriquer ou réparer des harpons prenait le dessus. Enfin, l'innovation. Face à un problème nouveau, elle pouvait tenter de créer un outil spécifique. Besoin de creuser plus profondément pour des racines, peut-être façonner un pic en bois durci au feu. Besoin de transporter de l'eau sur une plus longue distance, chercher une outre en peau mieux cousue, cette capacité à improviser et à fabriquer était l'une des clés de leur résilience. Le savoir-faire technique était aussi profondément lié à la transmission culturelle. Les gestes pour tailler le silex, pour préparer le tendon, pour percer l'os, n'étaient pas innés. Elles les avaient appris en regardant faire les anciens, en imitant, en se faisant corriger. Chaque fois qu'elles fabriquaient un outil, elles réactivaient ce savoir ancestral, elles le perpétuaient. L'outil fini n'était pas qu'un objet utilitaire, il était l'incarnation physique d'une chaîne de connaissances remontant à des générations. La possession de ces outils leur donnait aussi une certaine autonomie et confiance. Savoir que, même perdues, elles pouvaient refaire l'essentiel à partir de ce que la nature offrait devait être un puissant antidote au désespoir. Leur existence n'était pas une simple réaction aux éléments, c'était une interaction constante, où elles transformaient activement les matières premières de leur environnement en extension de leurs propres capacités. La pierre devenait un tranchant, l'os devenait une aiguille, le tendon devenait une corde. Ce processus de transformation était au cœur de leur humanité. Il leur permettait de ne pas subir passivement le froid et la faim, mais de les affronter avec des artefacts conçus pour cela.
Leur atelier portable, silencieux et efficace, était le lieu où l'intelligence rencontrait la matière, où la survie cessait d'être une pure fuite pour devenir un acte de création perpétuelle. Chaque nouvel outil réussi était une petite victoire sur l'hostilité du monde, une promesse que le lendemain, elle serait encore un peu mieux équipée pour y faire face. Cette capacité à créer et à entretenir des objets, à transformer la matière, était une source de pouvoir concret, mais elle ne protégeait pas de l'usure invisible de l'esprit. Car au-delà du froid et de la faim, leur plus grand adversaire était peut-être l'immensité silencieuse, l'isolement absolu et la peur sourde qui pouvait ronger leur volonté de l'intérieur. La résilience psychologique n'était pas un don, mais une compétence qu'elle devait en cultiver activement, jour après jour, pour ne pas se laisser submerger par le désespoir ou la paralysie. Imaginez le poids, être constamment en alerte, savoir qu'une erreur signifie la mort, vivre dans un paysage monumental qui semble indifférent à votre existence, et n'avoir que le visage de l'autre comme seul miroir de votre humanité. Pour tenir, elles ont dû développer et entretenir une série de mécanismes mentaux existence, et n'avoir que le visage de l'autre comme seul miroir de votre humanité. Pour tenir, elles ont dû développer et entretenir une série de mécanismes mentaux, certains conscients, d'autres instinctifs qui formaient une véritable armure intérieure. Le premier de ces mécanismes était sans doute la routine, le rituel du quotidien. Ces gestes répétés structuraient le temps, lui donnaient une forme rassurante dans l'éternité vague des saisons. Se lever, raviver le feu, inspecter les outils, partir à la recherche d'eau ou de nourriture, revenir, préparer le repas, entretenir le campement, se coucher. Chaque étape accomplie était une petite victoire sur le chaos, une preuve que malgré tout, elles gardaient le contrôle sur leur minuscule portion du monde. Ces rituels n'étaient pas que pratiques, ils étaient psychologiques. Ils créaient un sentiment de normalité, d'ordre dans une situation profondément anormale. La routine empêchait de trop penser, de se perdre dans des spéculations angoissantes sur le futur. Leur groupe, peut-être une façon particulière de remercier l'esprit de l'animal après une chasse, une chanson spécifique pour scander le travail du cuir, une histoire racontée à tour de rôle le soir. Ces pratiques en craignent leur identité. Elles n'étaient pas juste deux survivantes. Elles étaient les dépositaires d'une culture, les dernières interprètes de ces rites. En les perpétuant, elles se rappelaient qui elles étaient et d'où elles venaient, luttant contre l'érosion de leur mémoire et de leur lien à l'humanité. La parole et le récit devaient jouer un rôle immense. Le silence complet, jour après jour, aurait été intenable, une chape de plomb sur leurs pensées. Elles parlaient donc, pour coordonner leurs actions, bien sûr, mais aussi pour partager des souvenirs, nommer des craintes, évoquer des visages aimés, se raconter des histoires du passé, des épisodes de leur vie tribale, des exploits drôles ou héroïques, maintenaient vivant le monde dont elles étaient issues. Ces récits étaient un cordon ombilical psychologique avec leur communauté perdue. Ils offraient aussi des modèles de comportement, des leçons encodées dans la narration. Inventer des histoires sur ce qu'elles voyaient, commenter le comportement des animaux, imaginer des dialogues avec le vent ou les esprits des lieux, tout cela animait le paysage, le peuplait de sens et combattait la sensation d'être seul dans un univers vide et muet. Leur relation bilatérale était le pilier central de leur santé mentale. Elles n'étaient pas ensemble par hasard, elles étaient un système de soutien mutuel. La prise de décision collaborative était cruciale. Une décision imposée par l'une sur l'autre aurait créé du ressentiment et de l'impuissance. En discutant des options, en pesant le pour et le contre, même brièvement, elles se sentaient toutes deux actrices de leur destin. Ce partage du fardeau décisionnel réduisait le stress et renforçait la solidarité. Elles devaient aussi pratiquer une forme d'équité dans les tâches et les ressources. Veiller à ce que l'autre mange à sa faim, à ce qu'elle ait les meilleures fourrures pour la nuit si elle était malade, à se relayer pour les corvées les plus pénibles. Cette réciprocité construisait une confiance totale, essentielle pour oser se reposer, pour déléguer sa sécurité à l'autre. La capacité à lire l'humeur de sa compagne, à détecter un moment de faiblesse ou de tristesse, et à y répondre par un geste de réconfort, une parole encourageante ou simplement une présence silencieuse, était une forme de médecine émotionnelle primitive et puissante. Célébrer les succès, même minuscules, était un autre mécanisme vital. Dans un environnement où la survie était l'objectif unique, chaque étape franchie méritait d'être reconnue. Une journée de voyage sans encombre, une source d'eau trouvée, un feu allumé rapidement sous la pluie, un lièvre attrapé au piège.
s'arrêter pour partager un sourire, un mot de satisfaction, peut-être un morceau de viande un peu meilleur ce soir-là. Ces micro-célébrations rechargeaient leur sentiment d'efficacité personnelle et collective, les transformaient une lutte interminable en une série de défis surmontés, rendant l'effort supportable. Sans ces moments de reconnaissance, la vie aurait été une course épuisante et ingrate vers un but toujours fuyant. Vivre dans le présent était une nécessité psychologique imposée par les circonstances, mais aussi une discipline. Se projeter trop loin dans l'avenir comment survivre l'hiver prochain, retrouveront-elles jamais leur peuple était source d'anxiété paralysante. Se lamenter sur le passé, l'accident qui les a séparés du groupe, les visages qu'elles ne reverront peut-être jamais, nourrissaient une mélancolie dangereuse. Leur esprit devait donc se focaliser sur l'ici et maintenant, ou poser le pied pour ne pas faire de bruit, ou trouver du bois sec avant la nuit. Comment réparer cette déchirure dans la botte? Cette concentration forcée sur l'immédiat était une forme de méditation de survie. Elle les ancrait dans la réalité tangible, dans leur corps et dans leur sens, les empêchant de se perdre dans des spirales de pensées négatives. Cette capacité à être présent réduisait aussi la peur. La peur est souvent une anticipation d'un danger futur. En se concentrant sur la tâche concrète à accomplir, l'esprit n'avait plus la capacité de fantasmer des catastrophes. La peur était canalisée en vigilance, une énergie utile, plutôt qu'en anxiété diffuse qui, elle, est épuisante. Leur système de croyance, leur cosmovision, devait également constituer un rempart contre l'angoisse existentielle. Dans un monde où les événements une bonne chasse, une maladie soudaine, une tempête semblaient aléatoires et imprévisibles, attribuer ces événements à des forces spirituelles, des esprits des animaux, des ancêtres, des forces de la nature, donnait un cadre explicatif. Cela rendait le monde moins chaotique, moins absurde. Si une chasse échouait, ce n'était pas nécessairement de leur faute ou un signe de malchance permanente. Peut-être avaient-elles offensé l'esprit de l'animal et devaient-elles effectuer un petit rite de réconciliation. Si elles survivaient à une nuit de blizzard, c'était peut-être grâce à la protection d'un ancêtre veillant sur elles. Ces croyances offraient un sentiment de contrôle, même symbolique, et une voie pour agir sur leur destin par des prières, des offrandes, des comportements respectueux. Elles apaisaient l'impuissance face à l'immensité des forces naturelles. La présence d'objets symboliques, comme une petite statuette de Vénus ou un amulette en os sculpté, pouvait matérialiser cette protection, servant de talisman réconfortant, un point de focalisation pour l'espoir et la force. Enfin, l'humour, sous ses formes les plus rudimentaires, devait être un outil de survie insoupçonné. La capacité à rire d'une situation absurde, d'un geste maladroit, d'une imitation d'animal déchargeait les tensions. Le rire partagé créait une complicité immédiate, un sentiment de normalité, et rappelait que malgré tout, elles étaient vivantes et capables de joie. C'était une rébellion de l'esprit contre la gravité constante de leurs conditions. En résumé, leur résilience psychologique est un édifice complexe bâti sur plusieurs piliers. La routine stabilisatrice, le récit et la parole qui maintenaient le lien à l'humanité, la relation de confiance et de coopération qui distribuait le poids émotionnel, la célébration des petites victoires qui alimentaient de la motivation, la focalisation sur le présent qui neutralisait l'anxiété, les croyances qui donnaient du sens à l'incompréhensible et les moments de légèreté qui préservaient leur humanité. Cette armure mentale n'était pas infaillible. Il devait y avoir des nuits de doute, des moments de colère ou d'abattement où la tentation de tout abandonner devait être forte, mais la structure qu'elles avaient construite ensemble, ce filet de sécurité psychologique, leur permettait de traverser ces moments sans sombrer. Leur force n'était pas une absence de peur ou de tristesse, mais la capacité de les traverser, de les partager et de continuer à avancer malgré tout, portées par la certitude qu'elles n'étaient pas seules dans cette lutte et que chaque jour passé était une preuve de leur incroyable capacité à tenir, corps et âme, face au néant glacé. Cette force mentale, cette armure psychologique, aurait été bien fragile sans un carburant essentiel, une alimentation suffisante et adaptée. Car on ne peut pas tenir longtemps par la seule volonté dans le froid extrême. Le corps est une machine qui demande un apport constant et énorme de calories simplement pour maintenir sa température interne. Leur plus grand défi quotidien, après peut-être la sécurité immédiate, était donc de trouver et de consommer assez de nourriture, et surtout le bon type de nourriture, pour ne pas sombrer dans la faiblesse, puis dans l'apathie et enfin dans la mort. La faim n'était pas une menace lointaine, c'était un compagnon constant, un gargouillement familier dans le ventre qui rappelait que chaque jour était une quête.
En été, la nature offrait plus de possibilités. Baies, racines, plantes comestibles, œufs d'oiseaux, petits animaux. Mais l'hiver, le monde se refermait, devenait un désert blanc et dur où la vie se cachait ou avait fui. C'est pendant ces longs mois que leur stratégie nutritionnelle était mise à l'épreuve suprême. La première chose à comprendre, c'est que dans un tel environnement, les besoins en graisse surpassent de loin ceux en protéines pures. Manger de la viande maigre en grande quantité peut même être dangereux. C'est le phénomène de faim de lapin où le corps, privé de graisse, brûle ses propres protéines et conduit à la malnutrition et à la mort. La graisse animale était donc la clé. Elle est la source d'énergie la plus dense. Elle aide à l'absorption des vitamines liposolubles et elle est essentielle pour isoler les organes internes et produire de la chaleur. Lorsqu'elles abattaient un animal, les parties les plus riches c'était littéralement vital. La graisse autour des reins, la moelle osseuse dans les os longs, la langue, le cerveau, est un des trésors convoités. Elles devaient les consommer en priorité, parfois même lors du dépêchage sur place, pour un coup de boost énergétique immédiat. Le gras sous-cutané, plus épais chez les animaux d'automne préparés pour l'hiver, était soigneusement prélevé et conservé. Cette obsession pour la graisse dictait même leur choix de chasse. Un jeune renne maigre était bien moins intéressant qu'un adulte bien en chair avant l'hiver, ou qu'un cheval sauvage portant des réserves. La viande elle-même, bien sûr, était cruciale, mais elle était souvent considérée comme le véhicule pour la graisse qu'elle contenait ou qui l'accompagnait. La conservation de cette nourriture précieuse était le deuxième grand défi. Elle ne pouvait pas tout consommer sur place, surtout si la prise était importante. La congélation naturelle était leur alliée la plus évidente. Les hivers, elles pouvaient simplement stocker des quartiers de viande à l'extérieur, à l'abri des charognards, et la glace les conservait parfaitement. Mais lors des brefs dégels ou en saison intermédiaire, il fallait d'autres techniques. Le séchage et le fumage étaient essentiels. Elles découpaient la viande en fines lanières qu'elles suspendaient près du feu, mais pas directement dans la fumée chaude qui cuirait la viande, plutôt dans la fumée froide et constante d'un feu de bois vert ou de tourbe. Cette opération demandait des jours de surveillance, mais elle transformait la viande en un produit léger, transportable et résistant, une sorte de pemmican primitif avant l'heure. Elle pouvait aussi faire sécher la viande au vent sec et froid, après l'avoir légèrement salée avec de la cendre riche en minéraux peut-être, ou simplement en la laissant exposer aux éléments. Le stockage exigeait de la créativité. Dans le pergélisol, elle pouvait creuser un trou et y enterrer la viande, la préservant ainsi des prédateurs et de la décomposition. Dans une grotte froide, elle suspendait les morceaux au plafond. Mais il fallait toujours être vigilant face aux rongeurs et aux insectes, même en hiver. L'été et l'automne étaient des saisons de travail frénétique pour constituer des réserves. La collecte prenait alors une importance capitale. Elles ramassaient des baies en quantité et les faisaient sécher sur des pots au soleil. Des racines riches en amidon étaient déterrées, nettoyées et parfois pilées pour en faire une farine grossière qui pouvait être mélangée à de la graisse fondue pour former des galettes énergétiques. Les noix, si disponibles, étaient stockées dans des sacs en peau. Les aliments végétaux n'étaient pas juste des compléments. Ils apportaient des fibres, des vitamines et des glucides essentiels pour équilibrer un régime trop centré sur la viande et prévenir des carences comme le scorbut. La chasse au petit gibier était une activité complémentaire mais régulière. Les lièvres variables, les marmottes, les oiseaux nicheurs au sol, les poissons dans les rivières et les lacs fournissaient des repas réguliers sans le risque et l'effort énorme d'une chasse au gros gibier. Elles devaient maîtriser des techniques de piégeage simples, des collets en tendons ou en fibres végétales, des trous couverts, des assommoirs rudimentaires. Ces pièges travaillaient pour elles pendant leur sommeil ou pendant qu'elles étaient occupées ailleurs. Chaque petit animal attrapé était une victoire contre la faim, un repas assuré pour la journée et sa fourrure, aussi petite soit-elle, était utile pour douter des mitaines ou des capuchons. Le principe du tout est bon était poussé à son paroxysme. Après avoir consommé la viande et la graisse, elles brisaient les os pour en extraire la moelle, une substance onctueuse et incroyablement riche. Les os eux-mêmes étaient mis de côté pour l'outillage. Les tendons devenaient du fil. La peau était tannée. Les sabots et les cornes pouvaient devenir des récipients. Rien ne partait. Même le contenu de l'estomac des herbivores était examiné. Il pouvait contenir des végétaux partiellement digérés, donnant des indices sur les plantes comestibles de la région, et parfois, dans les situations désespérées, il pouvait être consommé comme une source de matière végétale et de nutriments prédigérés. Cette utilisation intégrale maximisait le rendement de chaque prise et minimisait le gaspillage.
une nécessité absolue dans un monde de rareté. Leur régime alimentaire n'était donc pas monotone, mais il était dicté par les saisons et la chance. Un jour de grande abondance, après une chasse réussie, elles pouvaient se gaver consommant d'énormes quantités de graisse et de viande pour reconstituer leurs réserves corporelles. Les jours suivants, elles se contentaient de soupes faites avec des os brisés et bouillis, de morceaux de viande séchés et de racines. Il y avait des périodes de vaches maigres où elles dépendaient entièrement de leurs réserves et du petit gibier et où la faim devait être une sensation familière, un léger vertige permanent. La façon dont elles préparaient la nourriture était aussi importante. La cuisson, comme on l'a vu, rendait la viande plus digeste et éliminait des parasites. Faire bouillir des os pendant des heures produisait un bouillon gras et nourrissant, plein de minéraux qui réchauffaient de l'intérieur. Fondre de la graisse pour en faire une réserve liquide à utiliser comme sauce ou comme combustible pour les lampes. Elle devait aussi gérer l'hydratation. Manger de la neige consomme de l'énergie pour la faire fondre dans l'estomac. Elle faisait donc fondre de la neige ou de la glace au feu pour obtenir de l'eau, et elle s'efforçait de boire régulièrement, surtout après un repas riche en protéines pour aider les reins. La nutrition était une science instinctive héritée. Elle savait probablement par tradition que manger le foie d'un animal améliorait la vision nocturne, que la moelle redonnait des forces, que certaines plantes évitaient les maux de ventre. Ce savoir empirique était aussi précieux qu'une lance. En fin de compte, leur combat contre la faim était un cycle sans fin de prospection, de capture, de transformation, de stockage et de consommation. Chaque bouchée était le résultat d'un effort, d'un risque, d'un savoir-faire. Leurs corps étaient leur outil le plus précieux, et le nourrir correctement n'était pas un plaisir, mais la maintenance essentielle de cet outil. Lorsqu'elles s'asseyaient près du feu, un bol de bouillon chaud entre les mains, c'était bien plus qu'un repas. C'était la preuve tangible qu'elles avaient gagné un autre round contre l'indifférence du monde glaciaire. Cette chaleur qui se répandait dans leur ventre était le carburant de leur volonté, la source physique de la force qui leur permettrait de recommencer demain. Sans cette alimentation acharnée, intelligente et sans cesse renouvelée, toutes leurs autres compétences, la chasse, la couture, la construction n'auraient été que des connaissances vaines, car le corps, à bout de force, aurait fini par refuser d'obéir. Leur estomac, tout autant que leur cerveau, était donc le siège de leur survie. Cette quête incessante de nourriture les obligeait à se déplacer, parfois sur de longues distances, suivant les migrations des troupeaux ou la rumeur d'une zone de pêche. Mais s'aventurer loin de leur campement, dans l'étendue blanche et souvent uniforme de la steppe glaciaire, représentait un risque immense, celui de se perdre. Sans carte, sans boussole, sans aucun sentier tracé, elles dépendaient entièrement de leur capacité à lire le paysage et à s'orienter avec les moyens du bord. La navigation était une compétence de vie ou de mort, basée sur une observation fine et une mémoire géographique exceptionnelle. Leur première boussole était le ciel. Le jour, le soleil était leur guide principal. Elles savaient interpréter sa course, comprendre qu'à midi, il était grossièrement au sud, que son lever et son coucher marquaient des points cardinaux relativement stables selon les saisons. Elles observaient l'ombre portée des objets pour vérifier leur direction. La nuit, par temps dégagé, les étoiles prenaient le relais. La constellation de la Grande Ourse, et surtout l'étoile polaire qui marque le nord, devait faire partie de leurs connaissances fondamentales. Repérer cette étoile fixe dans la voûte céleste leur donnait un axe fiable autour duquel organiser leurs déplacements nocturnes ou établir l'orientation de leur campement. La Lune, avec ses phases et ses positions changeantes, offrait aussi des indications, bien que plus complexes. Mais le ciel n'était pas toujours visible. Les blizzards, le brouillard, les nuages bas pouvaient les plonger dans un monde blanc et sans repère, où le ciel se confondait avec le sol. Dans ces moments, elles devaient se fier à d'autres signes, plus subtils. Le vent était un allié capricieux mais informatif. Elles connaissaient la direction des vents dominants selon les saisons. En touchant la neige façonnée par le vent, en observant la formation des dunes de neige ou des congères, elles pouvaient déduire d'où soufflait l'air majoritairement. Ces congères se formaient toujours du côté sous le vent d'un obstacle, leur indiquant une direction constante. La texture de la neige, durcie par le vent d'un côté, plus poudreuse de l'autre, était une carte gravée au sol. La végétation, rare mais têtue, donnait aussi des indices. Des arbustes nains, tordus et rabougris, poussaient souvent inclinés dans la direction opposée aux vents les plus forts, sculptés par des années d'assaut. Une ligne d'arbrisseaux, suivant une courbe particulière, pouvait indiquer le lit d'un ancien cours d'eau ou une dépression du terrain, autant de lignes directrices naturelles. Les cours de boue gelés, qu'ils soient de grands fleuves ou de modestes ruisseaux,
étaient des autoroutes naturelles. Ils serpentaient à travers le paysage et les suivre offrait un itinéraire relativement sûr, en évitant les zones de glace minces et mémorisables. Ils menaient souvent à des lacs, à des points d'eau plus larges ou à des zones de végétation plus denses. Savoir si on remontait ou descendait un cours d'eau était essentiel pour retrouver son chemin. Elle devait aussi être capable de lire le relief. Une colline isolée, une falaise caractéristique, une formation rocheuse étrange étaient des points de repère inestimables. Elle les mémorisait, leur donnait peut-être des noms dans leur langue et les utilisait comme des phares dans la plaine. La vue depuis une hauteur permettait de planifier l'itinéraire des jours suivants, de repérer des troupeaux au loin ou d'identifier des zones à éviter. Leur mémoire spatiale était probablement phénoménale. Elles construisaient une carte mentale en 3 dimensions de leur territoire, en associant des repères visuels, des sensations, l'effort pour gravir telle pente, la sensation sous les pieds d'un type de sol particulier, des odeurs, la proximité d'une zone marécageuse en été, l'odeur des conifères nains, et des sons, le bruit particulier du vent dans une gorge étroite. Chaque déplacement était une occasion d'enrichir cette carte. Elle suivait aussi les traces des animaux, non seulement pour la chasse, mais pour la navigation. Les migrations des rennes ou des chevaux sauvages empruntaient un des couloirs traditionnels, des passages dans le relief qui étaient un des plus efficaces et les plus sûrs. Suivre ces pistes battues par des milliers de sabots était souvent plus judicieux que de couper à travers un terrain inconnu. Ces chemins animaux les menaient vers des points d'eau, des zones de pâturage et parfois vers des cols de montagne utilisables. À l'inverse, elles savaient interpréter l'absence de traces comme un signal d'alerte. Un secteur évité par les animaux pouvait cacher un danger, un terrain instable ou la présence d'un prédateur dominant. Pour compléter ces méthodes naturelles, elles créaient leurs propres repères. Lorsqu'elles trouvaient un bon campement, une source fiable, un affleurement de silex, elles le marquaient peut-être en construisant un petit cairn, un empilement de pierres visible de loin. Ces cairns étaient des signaux pour elles-mêmes, pour se souvenir de l'endroit, et peut-être pour d'autres membres de leur espèce qui passeraient par là. Elles pouvaient aussi laisser des signes plus discrets. Une branche cassée d'une certaine manière, une entaille sur un tronc d'arbre, un os planté dans la neige. Ces marques étaient leur système de notation personnelle, une façon d'écrire leur histoire sur le territoire. La gestion de leurs déplacements était stratégique. Elles ne partaient pas à l'aveugle. Avant de quitter un campement pour une exploration, elles devaient définir un objectif clair, atteindre telle colline, suivre telle rivière jusqu'à un confluent. Elles fixaient aussi des points de non-retour. Si tel repère n'est pas atteint avant que le soleil soit à telle hauteur, on fait demi-tour. Elles voyageaient probablement en maintenant un contact visuel constant avec leur dernier repère connu, avançant comme à l'accordé en s'assurant de ne jamais perdre de vue un point identifiable. Par mauvais temps, elles pouvaient se déplacer en suivant simplement une direction au compas solaire ou stellaire, en comptant leurs pas ou en estimant le temps écoulé, mais c'était risqué. La peur de se perdre devait être une anxiété permanente, surtout lors des chasses à l'affût où, concentrées sur leur proie, elles pouvaient s'éloigner de leur chemin sans s'en rendre compte. Pour retrouver leur campement, elles faisaient sans doute attention, en partant, à regarder derrière elles pour mémoriser l'aspect du site depuis l'extérieur. La fumée de leur feu, visible de loin par temps calme, était un phare salvateur. À leur retour, elles guettaient aussi les traces qu'elles avaient laissées à l'allée, en essayant de ne pas les piétiner. La neige fraîche, tout en effaçant les pistes, offrait aussi une page blanche où leurs propres traces étaient parfaitement visibles, pour peu qu'il ne neige pas trop pendant leur absence. Dans les cas extrêmes, si le temps tournait et qu'elles étaient désorientées, leur dernier recours était de s'arrêter, de chercher un abri minimal et d'attendre que la tempête passe pour tenter de se repérer. S'aventurer plus loin dans le blanc aveuglant était souvent synonyme de mort. Cette connaissance intime de la navigation faisait d'elles des géographes praticiennes. Elles comprenaient les liens entre les éléments, où l'eau coule, où le vent sculpte, où les animaux passent, où les plantes poussent. Leur monde n'était pas une étendue vide, mais un réseau complexe de lignes de force, de corridors et de points nodaux. Chaque voyage réussi renforçait leur confiance et élargissait leur territoire connu. Chaque erreur, chaque moment de panique où le paysage devenait soudain étranger, leur apprenait une leçon cruelle mais vitale. Cette maîtrise de l'espace était aussi une forme de liberté. Elle leur permettait de ne pas être prisonnières d'un seul lieu, de suivre les ressources, d'explorer de nouveaux horizons. Elle était le complément indispensable à toutes leurs autres compétences.
À quoi bon savoir chasser si on ne peut pas retrouver son chemin vers l'abri? À quoi bon avoir un abri si on ne peut pas le retrouver après une journée de collecte? La navigation était le fil invisible qui reliait tous les aspects de leur survie, qui transformait leur déplacement d'une errance potentiellement mortelle en des trajets intentionnels et maîtrisés. C'était l'art de se sentir chez soi dans l'immensité, de transformer l'inconnu en connu, et de laisser, sur la vaste carte blanche de l'âge glaciaire, la trace discrète mais persistante de leur passage. Leur maîtrise de la navigation leur permettait de sillonner de vastes territoires, d'élargir leur monde connu au-delà de l'horizon immédiat. Mais cette étendue qu'elles parcouraient n'était pas forcément vide d'autres présences humaines. Tôt ou tard, la possibilité d'une rencontre se posait. Dans cet immense paysage, d'autres petits groupes nomades devaient errer, suivant les mêmes troupeaux, cherchant les mêmes abris, affrontant les mêmes épreuves. Le jour où leurs chemins se croiseraient serait un moment d'une extrême tension, chargé de dangers et d'espoirs contradictoires. Car une rencontre n'était jamais neutre. Elle pouvait être la pire ou la meilleure des choses. Tout dépendait d'une foule de facteurs imprévisibles, l'état des ressources, la taille du groupe étranger, leur humeur, leurs coutumes et un pur hasard. La première réaction à la vue de fumée au loin ou de silhouettes à l'horizon devait être un mélange d'excitation et de peur intense. La peur primait sans doute. Ils étaient deux femmes seules, dans un monde où la force physique et le nombre comptaient énormément. Un groupe, même petit, d'inconnus pouvait les percevoir comme des intruses, des rivales pour des ressources rares, ou pire, comme des proies potentielles dans un sens très sinistre. La loi du plus fort n'était pas une abstraction. Un territoire de chasse riche, un abri en grotte bien situé, une cache de nourriture valaient bien un conflit. Elle ne devait donc aborder toute rencontre potentielle avec une prudence extrême, une stratégie réfléchie. La première étape était l'observation à distance. Se cacher, étudier le groupe. Combien sont-ils? Des hommes, des femmes, des enfants? Les enfants étaient un signe relativement rassurant. Un groupe avec des familles était généralement moins agressif qu'un parti de chasseurs jeunes et belliqueux. Quel était leur état? Paraissait-il bien nourri, confiant ou famélique et désespéré? Un groupe dans la disette était bien plus dangereux, prêt à tout pour survivre. Observait-il des rituels, des coutumes familières? Peut-être reconnaissait-elle. Un groupe dans la disette était bien plus dangereux, prêt à tout pour survivre. Observait-il des rituels, des coutumes familières? Peut-être reconnaissait-elle des motifs sur leurs vêtements, une façon de tailler les outils, qui pouvait indiquer une lointaine parenté culturelle, un lien potentiel. Cette phase de reconnaissance pouvait durer des heures, voire des jours. Il fallait éviter d'être repéré pendant ce temps. Ensuite venait la décision cruciale, tenter le contact ou se dérober. Se dérober était l'option la plus sûre. Attendre que l'autre groupe parte puis continuer leur chemin, peut-être en modifiant leur itinéraire pour éviter leur zone. Mais la fuite avait aussi un coût. Renoncer à un territoire de chasse prometteur, à un abri, à une source d'ISO. Parfois, la curiosité et l'espoir pouvaient l'emporter. L'espoir d'échanges, des nouvelles, des outils, des partenaires. L'espoir de se joindre à un groupe plus large, de retrouver la sécurité du nombre. Si elle décidait de tenter une approche, il fallait le faire selon un protocole très précis, conçu pour minimiser la menace et signaler des intentions pacifiques. D'abord, elle se montrerait de loin en évitant tout mouvement brusque. Elle pourrait brandir une peau ou une branche en signe de paix, un geste universel peut-être. Ouverte, main visible, pas de regard squeezé trop intensément, un signe de défi. Elle chanterait peut-être un chant reconnaissable de leur propre peuple, un signal auditif qui pouvait être ouverte, main visible, pas de regard fixé trop intensément, un signe de défi. Elle chanterait peut-être un chant reconnaissable de leur propre peuple, un signal auditif qui pouvait être compris comme une identification culturelle plutôt qu'un cri de guerre. Si le groupe répondait par des gestes similaires, le contact pouvait s'amorcer. Les premiers échanges se feraient à distance, par des cris simples, des désignations d'objets. Puis, si la confiance montait, un échange de petits cadeaux avait lieu. C'était un moment clé. Offrir quelque chose de valeur sans arrière-pensée immédiate. Un beau morceau de viande séchée, une peau bien tannée, un outil en silex de qualité. Recevoir un cadeau en retour scellait une trêve temporaire. Ces échanges n'étaient pas du troc économique pur. C'étaient des tests de fiabilité et des gestes de bonne volonté. Les animaux, les directions, pouvaient avoir des racines communes. Les gestes, les dessins sur le sol, les mimiques faisaient le reste. Elles pouvaient apprendre des informations cruciales, l'emplacement d'un gros troupeau, une zone à éviter à cause de prédateurs, des nouvelles d'autres groupes, peut-être même des rumeurs concernant leur propre clan perdu.
Elles pouvaient aussi partager des techniques, une nouvelle façon d'amancher une pointe, une plante médicinale inconnue. Ces rencontres étaient les autoroutes de l'innovation à la préhistoire, mais le danger rôdait toujours. Même autour du feu, la méfiance persistait. Une discussion qui tourne mal, un malentendu, une convoitise soudaine pour un objet précis, un collier en ivoire, une peau d'ours exceptionnelle. Et la situation pouvait dégénérer. Elles devaient rester vigilantes, ne jamais se séparer l'une de l'autre et avoir un plan de retraite. La nuit, dormir dans un campement mixte était risqué. Elles préféraient peut-être installer leur propre petit campement à une distance respectueuse mais visible. La décision ultime, après quelques jours de coexistence, se posait. Rester avec ce nouveau groupe ou repartir seul. Cette décision déchirante pesait le pour et le contre. Rejoindre un groupe offrait une sécurité accrue, plus de yeux pour surveiller, plus de mains pour chasser le gros gibier, plus de cerveau pour résoudre les problèmes, une diversité génétique essentielle pour la reproduction et la santé des futurs enfants. Cela signifiait aussi une vie sociale riche, des rites partagés, une dilution de la solitude écrasante. Mais cela avait un prix, la perte d'autonomie. Dans un groupe, il faut suivre des règles, respecter une hiérarchie, partager selon des normes imposées. Leurs décisions ne leur appartiendraient plus entièrement. Elles devraient peut-être se plier à la volonté d'un leader, accepter des tâches qui ne leur plaisaient pas, ou voir leurs biens redistribués. Pour deux femmes ayant survécu par leurs propres moyens pendant si longtemps, cette soumission pouvait être psychologiquement très difficile. L'autre risque était le conflit interne. Les jalousies, les rivalités, les accusations de sorcellerie ou de mauvaise chance pouvaient surgir. En tant que nouvelles venues, elles seraient vulnérables. Si le groupe traversait une période de famine, elles pourraient être les premières accusées ou les dernières servies. Repartir seules, c'était retrouver la liberté totale, la maîtrise de leur destin, mais aussi la vulnérabilité extrême, la charge mentale écrasante et la perspective d'une vie sans enfant si elles ne retrouvaient jamais d'autres partenaires. C'était choisir entre la sécurité relative du groupe et la liberté périlleuse de l'autonomie. Leur choix dépendrait de beaucoup de choses. La qualité de l'accueil, les affinités personnelles qu'elles auraient pu nouer avec certains membres, leur propre fatigue, leur désir de maternité et leur évaluation des ressources du territoire. Peut-être choisiraient-elles une solution intermédiaire, voyager en parallèle du groupe pendant un temps, partageant certains camps et certaines chasses, mais conservant une indépendance de fait. Cette relation de voisinage coopératif était peut-être la plus stable. Finalement, toute rencontre avec d'autres humains ramenait au cœur de leurs conditions. Elles étaient des animaux sociaux jetés dans une situation d'isolement forcé. Leurs besoins des autres étaient aussi viscéral que leurs besoins de nourriture, mais tout aussi dangereux à assouvir. Ces interactions potentielles étaient un miroir tendu vers leur propre humanité, avec sa capacité à la coopération magnifique et à la violence brutale. Chaque trace de pas humaine croisée dans la neige, chaque foyer abandonné, chaque éclat de silex taillé par une main inconnue devait susciter en elles un mélange d'espoir et d'appréhension. Cela rappelait qu'elles n'étaient pas seules au monde, mais que la compagnie de leurs semblables n'était pas toujours une consolation. C'était parfois la menace la plus complexe et la plus imprévisible à gérer. Leur survie ne dépendait donc pas seulement de leur habileté à affronter la nature, mais aussi de leur sagesse à naviguer dans les eaux troubles des relations humaines, faites de signes, de méfiance, de cadeaux et de risques calculés. Dans le grand silence de l'âge de glace, le bruit d'une voix inconnue était peut-être le son le plus terrifiant et le plus désiré qu'elles pouvaient entendre. Dans ce ballet délicat avec leurs semblables, comme dans chaque aspect de leur lutte contre les éléments, il y avait une dimension qui dépassait le strictement pratique, car leur vie n'était pas une simple suite de problèmes techniques à résoudre, trouver à manger, éviter le froid, échapper aux prédateurs. Il y avait aussi la nécessité de donner un sens à cette lutte, de comprendre l'incompréhensible, d'apaiser les peurs que la logique seule ne pouvait calmer. Cette dimension, c'était celle du rituel et de la cosmovision, un ensemble de croyances et de pratiques qui tissaient un filet de signification sur le monde impitoyable qui les entourait. Même isolées, elles n'étaient pas coupées de cette spiritualité pragmatique, elles en étaient les dépositaires et les praticiennes. Prenons l'acte le plus crucial et le plus répété, la chasse. Tuer un animal n'était pas seulement un gain de ressources, c'était un événement chargé de conséquences spirituelles. Dans de nombreuses cultures de chasseurs-cueilleurs, il existe un profond respect pour l'animal qui donne sa vie. Elle devait probablement observer des gestes de gratitude ou de propitiation.
Peut-être remerciaient-elles silencieusement l'esprit du renne ou du cheval sauvage. Peut-être avaient-elles un petit rite, comme placer un peu de mousse dans la bouche de l'animal abattu, ou déposer délicatement son cœur sur un lit de pierre spécial. L'idée sous-jacente était que l'animal n'était pas une simple chose, mais un être avec un esprit qui pouvait être offensé ou apaisé. En honorant cet esprit, elle s'assurait symboliquement que les autres animaux continueraient à se laisser chasser, que la chance ne les abandonnerait pas. C'était une façon de gérer l'incertitude et la culpabilité potentielle liées à la mise à mort, et de maintenir un sentiment d'équilibre et de réciprocité avec le monde naturel dont elles dépendaient entièrement. Ces pratiques n'étaient pas vides, elles structuraient psychologiquement l'acte de tuer, le transformant d'un meurtre nécessaire en un échange sacré. Les objets personnels qu'elles portaient sur elles devaient aussi avoir une fonction bien au-delà de l'utilitaire. Une petite statuette de Vénus et figurines aux formes généreuses, souvent associées à la fertilité, sculptées dans un morceau d'ivoire ou d'os, n'était pas un simple bibelot. Elle pouvait être un talisman, un objet de pouvoir. Serrée dans un sachet en peau contre la poitrine, elle représentait peut-être l'espoir de fécondité, la protection pendant un accouchement futur, ou un lien avec une déesse mère, une force créatrice d'humain monde. Un amulette fait d'une dent d'ours percée ou d'un os d'oiseau de proie était censé transférer à celle qui le portait certaines qualités de l'animal, la force de l'ours, la vue perçante de l'aigle. Ces objets étaient des concentrés de sens et de réconfort. Dans les moments de doute, toucher la figurine lisse dans l'obscurité devait apporter un apaisement, un rappel qu'elles n'étaient pas totalement seules, qu'elles étaient connectées à des forces plus grandes. C'était une forme très concrète de psychothérapie primitive. Les rêves et les visions devaient occuper une place importante dans leur univers mental. Dans un état de fatigue et de stress constant, les frontières entre le monde éveillé et le monde onirique pouvaient devenir poreuses. Un rêve puissant n'était pas considéré comme un simple phénomène neurologique, mais comme un message. Un rêve où elles volaient au-dessus de la steppe pouvait être interprété comme un présage de bonne chance pour un déplacement. Un cauchemar où elles étaient poursuivies par un lion des cavernes pouvait les inciter à être encore plus vigilantes les jours suivants ou à effectuer un petit rituel de protection. Si l'une rêvait de parents disparus, cela pouvait être vu comme une visite, une preuve que les ancêtres veillaient sur elle. L'interprétation des rêves était une façon de donner du sens aux angoisses et aux espoirs qui émergeaient de leur inconscient et de les intégrer dans leur prise de décision. C'était un dialogue intérieur élevé au rang de conseil spirituel. Lorsqu'elles avaient la chance de s'installer pour un temps dans un abri stable, comme une grotte aux parois lisses, elles pouvaient laisser une trace plus durable de leur présence et de leur vision du monde de l'art rupestre. Avec un morceau de charbon de bois ou une pierre colorée, de l'ocre rouge peut-être, si elles en trouvaient, elles pouvaient dessiner sur la paroi. Les sujets étaient probablement ceux qui dominaient leur vie les animaux. Un magnifique cheval sauvage esquissé d'un trait sûr, un bison massif, un mammouth reconnaissable à sa silhouette. Mais cet art n'était probablement pas fait juste pour faire joli ou pour passer le temps. Il avait très certainement une fonction magique ou narrative. Dessiner un animal avec une lance qui le transperce pouvait être un acte de magie sympathique, capturer symboliquement l'esprit de l'animal pour assurer le succès de la prochaine chasse. Représenter une scène de migration pouvait être une façon de documenter un événement important, de le fixer pour la postérité, ou de s'en souvenir pour planifier l'année suivante. Ces dessins étaient aussi une façon de s'approprier l'espace de la grotte, de le marquer de leur identité, de transformer un simple refuge en un lieu chargé de sens et peut-être de puissance. Le fait de créer, de laisser une empreinte qui leur survivait, devait être profondément gratifiant et renforcer leur sentiment d'appartenance à un continuum humain. Les rituels et les croyances structuraient aussi leur rapport au temps et au cycle. Le changement des saisons n'était pas qu'un phénomène météorologique, il était rythmé par des événements rituels. Le premier gros gibier de printemps, la première cueillette de baies, le solstice d'hiver peut-être, marquaient des moments où elles accomplissaient des gestes particuliers. Ces micro-cérémonies, même pratiquées à deux, découpées à l'éternité en segments compréhensibles, donnaient un cadre à l'attente et à l'espoir. Elles luttaient contre la monotonie et la sensation que les jours se répétaient à l'identique dans une lutte sans fin. La cosmovision, c'est-à-dire leur manière de comprendre l'univers, devait être animiste. Les éléments naturels, une rivière particulièrement abondante, un arbre solitaire qui avait résisté aux tempêtes, une montagne imposante pouvaient avoir un esprit, une conscience qu'il fallait respecter.
Une offrande, ne serait-ce qu'une parole murmurée ou un petit caillou déposé, servait à maintenir de bonnes relations avec ces entités. Cela expliquait aussi les événements malheureux. Un échec à la chasse n'était pas dû à une mauvaise technique, mais peut-être au fait d'avoir offensé l'esprit du lieu en y urinant sans faire attention. Cette vision du monde offrait des explications et, surtout, des actions correctives possibles. Faire un geste de contrition, éviter un endroit, ce qui réduisait l'impuissance. Enfin, ces pratiques avaient une fonction sociale profonde, même dans un groupe de deux. Les rituels partagés créaient et renforçaient le lien qui les unissait. Chanter ensemble un chant traditionnel en travaillant, réciter une formule en allumant le feu, dessiner à tour de rôle sur la paroi de la grotte, tout cela synchronisait leurs actions et leurs esprits. Cela créait une identité commune, une culture à deux qui était un mélange de leur héritage tribal et des expériences uniques qu'elles vivaient face à l'adversité. Partager des croyances tenait une force collective bien plus grande que la somme de leurs forces individuelles. Cela transformait leur survie d'une aventure personnelle en une mission presque sacrée, perpétuer les façons de faire et de penser de leur peuple, même si elles en étaient peut-être les dernières représentantes. En somme, leur spiritualité et leurs rituels n'étaient pas un luxe ou un délire superstitieux. C'était un outil de survie psychologique et sociale essentiel. Cela leur permettait de transformer un monde indifférent et souvent cruel en un monde habité de sens, de volonté et d'esprit avec lesquels on pouvait interagir. Cela apaisait l'angoisse existentielle, donnait un cadre à l'incompréhensible, renforçait la cohésion du duo et insufflait de l'espoir. Quand la technique et la raison atteignaient leurs limites face à la mort, à la maladie, au hasard pur, le rituel prenait le relais. Il ne garantissait rien, bien sûr, mais il donnait le courage d'avancer malgré tout. Allumer le feu n'était pas seulement une opération physique, c'était aussi, d'une certaine manière, un acte de foi, la foi en la lumière contre les ténèbres, en la chaleur contre le froid, en la vie contre l'extinction. Cette dimension invisible de leur combat était peut-être ce qui faisait toute la différence entre survivre comme des bêtes traquées et vivre pleinement, en tant qu'êtres humains, au cœur même de l'âge de glace. Leurs mains façonnaient des outils, mais leur esprit façonnait du sens. Et c'est ce mélange unique qui leur permettait de regarder, chaque matin, l'immensité blanche, non pas avec terreur, mais avec la détermination sacrée de celles qui savent qu'elles font partie d'un grand ordre des choses, même si cet ordre reste mystérieux. Cette richesse spirituelle et cette ingéniosité pratique ne sont pas de pure spéculation. Si nous pouvons imaginer leur vie avec autant de détails, c'est parce que l'archéologie moderne nous en fournit les indices, et ces indices bousculent profondément les vieilles certitudes. Pendant longtemps, une vision très stéréotypée a dominé notre imaginaire à la préhistoire. L'homme chasse, la femme cueille et s'occupe du foyer. Cette division des tâches semblait immuable, presque biologique. Mais les découvertes récentes, patiemment exhumées et analysées avec des techniques de pointe, racontent une histoire bien plus complexe et bien plus intéressante. Et elles donnent un écho profond à l'histoire de nos deux femmes isolées. Prenons un exemple concret qui a fait grand bruit dans le milieu scientifique. Sur le site de Willamaya Pacheca, au Pérou, des archéologues ont mis au jour une sépulture vieille de 9000 ans. La personne inhumée était accompagnée d'un impressionnant arsenal de chasse au gros gibier, des pointes de projectiles, des couteaux de boucherie, des outils pour dépecer. Rien d'exceptionnel pour un grand chasseur de l'époque, sauf que l'analyse ostéologique a révélé qu'il s'agissait du corps d'une jeune femme. Cette découverte n'est pas un cas isolé. En examinant d'autres sépultures à travers le monde avec un œil neuf, libéré des préjugés, les chercheurs se rendent compte que les femmes ont été enterrées avec des outils de chasse spécialisés à de nombreuses reprises. Cela ne signifie pas que tous les chasseurs étaient des femmes, et bien sûr, mais cela prouve sans équivoque que la chasse, surtout au gros gibier, n'était pas une activité exclusive des hommes. L'idée que la biologie, une force physique supposée supérieure, dictait nécessairement les rôles sociaux s'effrite face à ces tombes. Une femme entraînée, experte dans le maniement d'une lance ou d'un propulseur, était parfaitement capable d'abattre un grand animal. La réussite à la chasse dépendait bien plus du savoir-faire, de la coordination, de la stratégie et de la connaissance du terrain que de la seule musculature. Nos deux survivantes hypothétiques s'inscrivent directement dans cette réalité réévaluée. Elles n'étaient pas des cueillettes accidentellement perdues, elles étaient très probablement des chasseuses compétentes, porteuses de ce savoir. Leurs sépultures, si elles avaient été découvertes il y a 50 ans,
auraient peut-être été automatiquement cataloguées comme masculines à cause des outils qui les accompagnaient. Aujourd'hui, nous les regardons différemment. Mais les os eux-mêmes, au-delà des artefacts funéraires, ont une histoire à raconter. L'analyse des isotopes stables dans les restes humains est une technique révolutionnaire. En étudiant le rapport entre certains isotopes de l'azote et du carbone dans les os et les dents, les scientifiques peuvent déterminer le régime alimentaire d'une personne sur des années. Les résultats sur des squelettes féminins du Paléolithique sont éloquents. Ils montrent des signatures chimiques identiques à celles de leurs homologues masculins, indiquant une consommation élevée et régulière de protéines animales. Ces femmes ne se nourrissaient pas principalement de baies et de racines, elles mangeaient de la viande, et beaucoup. Cette viande, dans un contexte de chasseurs-cueilleurs, ne tombait pas du ciel. Elle provenait très probablement de leur propre activité de chasse, ou à défaut d'un partage équitable au sein du groupe, ce qui implique qu'elles contribuaient activement à l'approvisionnement en viande. L'usure de leurs dents confirme souvent cette vie active des micro-abrasions, des patterns d'usure particuliers liés à la mastication de viande fibreuse et parfois à l'utilisation des dents comme troisième main pour travailler les peaux ou les tendons, une pratique documentée chez de nombreux peuples. L'archéologie nous montre aussi que les outils n'avaient pas de genre. Un grattoir à peau n'était pas un outil de femme, et une pointe de lance un outil d'homme. C'étaient des outils de survie, utilisés par tous ceux qui en avaient besoin et qui en maîtrisaient l'usage. Une femme devait savoir dépecer et tanner une peau pour se vêtir, tout comme un homme devait probablement savoir le faire s'il se trouvait seul ou si la situation l'exigeait. Inversement, une femme devait savoir chasser pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille. La spécialisation pouvait exister, bien sûr, selon les talents et les préférences, mais elle n'était pas rigide et imposée par le sexe. Le kit de survie de nos deux femmes, avec ses grattoirs, ses aiguilles, ses couteaux et ses pointes de lance, est l'incarnation parfaite de cette polyvalence obligatoire. Elles n'étaient pas des femmes au foyer préhistorique, elles étaient des généralistes de la survie, maîtrisant toute la chaîne opératoire, de la mise à mort à la transformation finale. Le récit de leur aventure, bien qu'hypothétique, s'enracine donc solidement dans ces preuves tangibles. Il n'est pas une fantaisie anachronique, mais une extrapolation plausible fondée sur ce que la science nous dit aujourd'hui. Les femmes préhistoriques étaient fortes, actives, capables des mêmes exploits physiques et techniques que les hommes, et leurs contributions à la survie du groupe étaient multiples et essentielles. Leur isolement forcé dans notre scénario ne fait que mettre en lumière, de manière extrême et dramatique, un ensemble de compétences qu'elles possédaient déjà et utilisaient très probablement au sein de leur communauté. Leur legacy véritable, au-delà de l'histoire singulière qu'on leur a inventée, est donc double. D'abord, il est scientifique, il participe à corriger le récit historique, à rendre visible la moitié de l'humanité qui a été trop souvent invisibilisée dans les récits sur nos origines. Ensuite, il est humain et universel. Ces deux femmes représentent, de manière condensée, l'essence de la résilience humaine. Leur histoire parle de la capacité d'adaptation face à des changements climatiques brutaux, de l'importance cruciale de la coopération et de l'entraide, sous toutes ses formes, y compris entre femmes, et du pouvoir du savoir transmis et de l'intelligence pratique. Elle démontre que la survie, dans des conditions extrêmes, dépend moins de la force brute que de la capacité à observer, à apprendre, à innover et à travailler ensemble. En cela, leur héritage nous concerne tous. Dans un monde qui fait face à nouveau à des défis environnementaux majeurs, leur exemple, bien que situé dans un passé lointain, résonne étrangement. Il nous rappelle que les solutions aux crises ne sont pas nécessairement dans des technologies hyper complexes, mais souvent dans l'intelligence collective, dans l'usage raisonné des ressources, dans la solidarité et dans une connaissance intime et respectueuse des écosystèmes. Nos deux femmes de l'âge glaciaire ne sont pas des super-héroïnes. Elles sont le visage de l'endurance ordinaire, de la ténacité quotidienne de tous nos ancêtres, hommes et femmes, qui ont, par leurs actions et leur coopération, permis à notre espèce de traverser des millénaires d'adversité. Leur histoire, finalement, est un hommage à l'ingéniosité humaine, à la force du lien social et à l'incroyable capacité d'adaptation qui est inscrite en nous. Elle clôt un cycle de réflexion en ramenant l'hypothèse à sa source, la preuve muette mais éloquente laissée dans le sol, qui continue, pierre après pierre, os après os, à réécrire notre histoire commune avec plus de justesse et plus d'inclusivité.